Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter et on va commencer la conférence. Donc, je me présente en attendant que tout le monde arrive progressivement dans la conférence. Donc, je suis Sonia Guermassi, chargée d'information et de documentation à Forum Réfugiés. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence partage sur le Bangladesh aujourd'hui, qui est organisée par le service formation et documentation de Forum Réfugiés. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Forum Réfugiés est une association qui œuvre pour l'accueil des réfugiés, la défense du droit d'asile et la promotion de l'état de droit. Le centre de documentation organise 4 conférences par an sur ce même modèle, gratuites, ouvertes à tous et en ligne. Elles ont pour objectif d'apporter des connaissances sur un pays d'origine, les populations en exil ou des thématiques liées à l'accueil des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Vous pouvez en retrouver un certain nombre sur la page YouTube de Forum Réfugiés. Celle d'aujourd'hui sera enregistrée et sera disponible dans quelques jours sur YouTube. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler du Bangladesh. Le Bangladesh qui vit une période de renouveau politique depuis la démission de la première ministre le 5 août 2024. Un pays parfois méconnu et qui pourtant est un des principaux pays de demandeurs d'asile en France depuis plusieurs années. Donc, pour mieux comprendre le pays et les motifs de départ des ressortissants bangladais, nous nous pencherons d'abord sur la situation politique, économique et sociale du Bangladesh, puis sur les racines du soulèvement étudiant de juillet 2024, pour ensuite apporter un éclairage sur les motifs de la demande d'asile bangladaise en France, et de terminer sur les défis du nouveau gouvernement intérimaire et les enjeux de protection émergents. C'est donc Nordine Drissi qui va nous partager son expertise. Nordine Drissi est directeur du cabinet d'expertise ND Consultants, expert sur les questions de l'asile, des migrations et des droits fondamentaux. Nordine Drissi est aussi formateur géopolitique pour Forum Réfugiés. Il est co-auteur avec Olivier Auberson de l'ouvrage Bangladesh, démocratie en trompe-l'œil, faillite de l'état de droit et dérive totalitaire qui a été publié en 2019, que je vous montre. C'est un livre que nous avons justement au centre de documentation de Forum Réfugiés qui est à Lyon. Nous allons donc écouter Nordine Drissi pendant environ 1 heure pour garder ensuite un temps d'échange avec vous, un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez utiliser en bas, vous voyez une barre avec le QR, vous utilisez donc le question-réponse pour poser vos questions. Et je vous mettrai dans le chat au cours de la conférence une liste de ressources sur le Bangladesh. Voilà pour de mon côté. Je vais laisser la parole à Nordine Drissi et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Sonia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'abord au service documentation, formation, documentation de Forum Réfugiés de me donner aussi l'opportunité de revenir sur ce pays, le Bangladesh, qui est assez peu connu et qui a cet été, on était assez nous pris par les Jeux Olympiques, mais qui a connu un soulèvement et un soulèvement étudiant et donc une nouvelle donne politique qui n'était pas attendue et pas de cette façon. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et donc, il semblait intéressant de revenir sur à la fois ce qui s'est passé, sur c'est quoi le Bangladesh début 2024, et les racines du soulèvement, et de voir un petit peu quelles sont les orientations de la nouvelle administration au pouvoir. Je vais y revenir depuis le 5 août 2024, date de départ et de fuite, parce que c'est une fuite, hein, de la première ministre. Voilà. Donc, pour ce faire, sur le plan pédagogique, donc moi j'ai préparé une présentation PowerPoint avec aussi Sonia. On vous a préparé aussi un ou deux documents que Sonia vous partagera à un moment de la conférence
pour essayer aussi de compléter, si vous le souhaitez, un certain nombre de thèmes qui seront étudiés, parce que c'est vrai qu'une heure, c'est à la fois long et à la fois court. Il y a certaines choses qu'on abordera, pas forcément dans tous les détails, mais vous aurez des rêves si vous le souhaitez, pour compléter cela. Et aussi, on aura l'opportunité d'échanger après mon exposé sur la situation actuelle. Donc, je vais partager mon écran. Vous devez normalement le voir à l'écran. Je vais le mettre en grand pour que ça soit clair. Je vais essayer de tenir en 1 heure. Sonia est la gardienne du temps. Voilà, donc je vais essayer de faire 1 heure et de tenir en 1 heure, 1 heure 10 maximum pour qu'on ait quand même un bon temps d'échange. Voilà, donc j'ai voulu intituler cette conférence avec le titre suivant dans Bangladesh, entre renouveau démocratique et transition incertaine, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé le 5 août était à la fois inattendu et que c'est aussi un véritable souffle démocratique voilà, qui s'est développé au fur et à mesure au mois de juillet, puis début août au Bangladesh. Donc un véritable renouveau démocratique, en tout cas sur le fond. Mais avec une transition incertaine parce que c'est comme dans toute transition politique, c'est pas parce que un chef politique ou un haut représentant politique part, que c'est le système qui part. Donc il y a aussi tout un système qui est encore en place en grande partie et sur lesquels il y a d'énormes enjeux qui se jouent et qui se jouent y compris en termes de protection. Et là, je vais revenir tout de suite sur un point qu'a mentionné Sonia sur la question de la demande d'asile, la demande d'asile pardon, bangladaise, et qui est important aussi à prendre en compte puisqu'il y a de nombreux enjeux de protection au Bangladesh. Voilà. Donc on est sur une situation, c'est ça le point de départ en fait de la conférence, hein. On est sur une situation, on verra les chiffres un peu plus tard, plus précis, mais d'à peu près un peu plus de 9000 primo-demandes d'asile du Bangladesh, hein, en 2023, et la demande d'asile bangladaise, et c'est pour ça que c'est un pays important, en tout cas sur lequel on doit se pencher quand on est sur des questions de migration, en particulier quand on est sur questions de droit d'asile, qui reste dans le top 5 des pays en termes de provenance des demandeurs d'asile en France depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Euh, le changement politique s'est fait de façon assez subite. La première ministre donc, du Bangladesh, qui est Sheikh Hasina, qui est aujourd'hui réfugiée en Inde, et qui a régné sur le pays depuis 2009, hein. Les dernières élections qu'on estime indépendantes, c'est fin 2008, début 2009. Début 2009, elle régnait sur le pays d'une main de fer et de plus en plus. Et je vais vous expliquer, ça fait partie des racines profondes. Et elle a dû très très vite démissionner. En fait, le 5, enfin, elle n'a même pas démissionné. Elle est partie. Elle a fui le pays avec l'aide des militaires bangladais en hélicoptère avec sa sœur, Rehena, pour aller en Inde, où elle se trouve toujours aujourd'hui. Elle est un peu coincée en Inde. Je vais revenir aussi sur la question de la relation. Elle est importante parce qu'elle permet d'éclairer un certain nombre de facettes et de dimensions politiques et sociales du Bangladesh, la relation entre l'Inde et le Bangladesh qui est ancienne et qui est importante. Donc, c'est pas anodin si Sheikh Hasina se trouve aujourd'hui en Inde. Elle a eu, il se dit qu'elle a voulu aussi aller dans d'autres pays, notamment en Finlande ou dans d'autres pays où elle a des membres de sa famille. Mais malheureusement, de ce qu'on sait, que ces demandes n'ont pas prospéré, pour le dire diplomatiquement. Voilà, ni en Finlande, ni d'ailleurs en Grande-Bretagne, où elle a une partie de sa famille aussi. Elle a une nièce qui est parlementaire, en fait, hein, en Grande-Bretagne. Bref, donc elle a dû précipitamment pardon, quitter le pays. Et donc, on a eu une administration intérimaire avec un homme qui est connu, mais sur un autre, c'était pas un homme politique, hein, qui est connu plutôt pour ses actions sur le plan économique, de réflexion sur le plan économique. Donc le docteur Mohamed Younous, qui est connu pour être le père un petit peu du microcrédit, j'y reviendrai, qui est une personnalité qui fait en partie consensus, mais sur lequel il y a aussi voilà, des choses qui il ne fait pas consensus pour la totalité de la population, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple Bangladesh, le soulèvement, c'est que ça rappelle aussi d'autres soulèvements plus anciens, et je fais référence ici au printemps arabe,
de 2010-2011, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, parce qu'il y a des choses similaires en termes de slogans. C'est intéressant, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes sociologies, on n'est pas du tout sur la même géographie, on n'est pas du tout voilà, sur les mêmes transitions politiques, ça c'est clair, mais il y a des choses en termes de revendications qui sont intéressantes. Et c'est vrai que là, pour le coup, le soulèvement étudiant, ça a été véritablement le déclencheur d'un soulèvement beaucoup plus général et qui a mis un terme à ce régime et sur lequel aujourd'hui, voilà, après et ce régime, donc, comme je le disais, a été suivi par une administration et on va revenir sur cette administration et les enjeux que doit relever, qui sont majeurs, multiples, que doit relever cette administration. Alors, voilà. Donc justement, les chantiers, les enjeux, c'est aussi un enjeu majeur pour plusieurs raisons. C'est que les chantiers en matière politique, économique et sociale sont extrêmement nombreux, comme je le mets ici, et il va falloir les traiter. Le problème, c'est que les Bangladais ont une soif de justice, comme dans d'autres pays, ce n'est pas le seul pays. En partie parce que, il n'y a pas eu de justice ou très peu depuis 2008. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avant, hein. Ce n'est pas seulement le fait de l'administration de Sheikh Hasina, mais l'accès à la justice, la soif de justice, justice pénale, justice civile, justice sociale, justice économique. Tout ça, en fait, il y a des déficits et c'est, on va le voir, des chantiers sur lesquels les Bangladais attendent des réponses et où il va y avoir une certaine impatience. Voilà. Et on le sait que les processus de justice sont en général des processus qui sont très longs. On va voir quelle réponse à ce stade l'administration intérimaire, quelle réponse elle a donnée jusqu'à présent. Mais il y a des enjeux et tout n'est pas réglé et c'est une situation qui tient encore sur un fil, parce que on a, depuis que le Bangladesh est né, depuis 1971, on a une violence politique et électorale qui est endémique au Bangladesh et il y a peu de place qui est faite à la résolution pacifique des problèmes ou des différends. C'est tout de suite très, très violent au niveau de la société et très, très violent dans le cercle aussi familial. Ça peut aussi l'être. J'y reviendrai quand on parlera de protection et d'enjeux sur les droits fondamentaux. Donc ces enjeux, on va les voir et on va voir en quoi ils sont déterminants pour l'avenir politique du Bangladesh et en quoi ils sont déterminants pour éventuellement, même plus qu'éventuellement, une évolution dans la demande bangladaise qu'on devrait avoir, sans faire de prospective, hein. Mais sur les éléments sur lesquels, enfin les éléments qu'on a à disposition, de voir un petit peu en quoi la protection, la nature de la protection et les évolutions changeraient en partie la demande bangladaise qu'on aurait en France et ailleurs. Voilà. Donc les points, comme le disait Sonia tout à l'heure, il y a 4 points principaux que je souhaiterais aborder avec vous. Faire un petit focus d'abord sur la situation politique, économique et sociale du Bangladesh en janvier 2024. Ensuite, de revenir sur le soulèvement étudiant de juillet-août, en mettant l'accent sur l'état de droit et le manque de l'état de droit et la prévalence de la violence dont je viens parler. Il y a une violence politique, mais une violence aussi symbolique qui est très forte, qui explique aussi l'accentuation début août des violences. Je vais vous expliquer à quoi je fais référence tout à l'heure. Des éclairages sur les motifs donc, de la demande d'asile. Qu'est-ce qu'on avait en 2022? euh, Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et quelle serait l'évolution ensuite? Et puis revenir sur les défis du nouveau gouvernement intérimaire, les enjeux de protection, puisque le Bangladesh, on va le voir tout de suite, est un pays qui est composé d'un certain nombre de groupes particuliers en termes de minorités, aussi en termes religieux aussi, hein, même si la population est évidemment en grande majorité musulmane sunnite. Voilà, il y a un certain nombre d'enjeux qui se jouent et on va les développer, le développement économique, les nouvelles élections aussi, hein. Là, on est en plein, pour pouvoir être rentré dans un processus électoral, il y a un certain nombre de prérequis, c'est la Constitution. Et donc, on va en parler. Il y a un projet de Constitution qui devra être réécrit et je vous expliquerai en quoi c'est important. La justice transitionnelle, c'est un vaste chantier aussi, j'en parlerai, et la réforme des systèmes de sécurité, j'en parlerai également, la réforme de la police en particulier, et des services de renseignement qui sont extrêmement nombreux au Bangladesh. Voilà, donc je vais revenir sur tout ça, enfin j'espère, en 1 heure. Donc c'est un petit peu un challenge aussi, on va essayer de le tenir. Je compte sur Sonia pour me dire voilà, où j'en suis au niveau du temps, et on va avancer donc sur tout de suite voilà, le premier élément, et d'abord sur la carte d'identité du Bangladesh. Je ne vais pas faire trop long cette partie, mais je veux être sûr qu'on ait quand même ces éléments fondamentaux, que tout le monde les ait.
parce que ça me paraît important et ça permet aussi d'éclairer certaines dimensions sociales et des enjeux sociaux, politiques, voire économiques. Donc c'est un pays, le Bangladesh, qui est jeune. C'est un pays qui est né en 1971 et la trajectoire historique du Bangladesh, elle est importante à rappeler parce que le Bangladesh est né sur une guerre fratricide avec le Pakistan. Jusqu'en 1971, le Bangladesh fait partie du Pakistan. C'est le Pakistan oriental, qui se trouve à plus de 1000-1700 kilomètres sauf erreur, le Bangladesh, hein, du Pakistan. Il n'y a pas de frontière commune, hein, entre les deux parties. Il y a l'Inde au milieu, qui n'est pas le meilleur ami en plus du Pakistan, nous y reviendrons. Mais donc c'est un pays jeune qui est né d'une guerre fratricide, et cette guerre fratricide a généré le camp des pour l'indépendance du Bangladesh, puisque la guerre elle est née d'une volonté d'indépendance des Pakistanais orientaux, donc ce qui correspond au Bangladesh aujourd'hui. Et donc, elle est née de cette velléité de pouvoir se séparer du Pakistan pour un certain nombre de raisons économiques, politiques, sociales, linguistiques. La langue bangladaise est aussi un vecteur d'indépendance très, très fort. La défense de la langue et de la culture bangladaise, c'est très important. C'est très, très important pour les Bangladais d'hier et d'aujourd'hui, hein. Donc, c'est un pays jeune. C'est une république populaire du Bangladesh. Donc, république populaire, vous voyez déjà un petit peu. Donc, on se situe au niveau idéologique, hein. Il y a quand même une empreinte de gauche, un peu gauche marxiste aussi très important. Et ça dit aussi beaucoup aujourd'hui enfin, ça explique en tout cas aujourd'hui pourquoi aussi il y a une relation très, très forte avec la Chine et pourquoi, voilà, et la rivalité aussi via le Bangladesh entre l'Inde et la Chine sur le leadership à la fois régional et aussi régional politique et économique. C'est une république parlementaire, parlementaire que de nom, hein. Il y a une assemblée. C'est un système unicaméral. Il n'y a qu'une assemblée. Il y a donc des parlementaires qui sont donc voilà, uniquement une Assemblée nationale, mais qui ne joue absolument pas, mais depuis des décennies, son rôle de contrôle du pouvoir. Donc, en fait, c'est une Assemblée nationale factice, hein. La Jatiya Sangsad, voilà, une assemblée qui ne joue pas son rôle. Superficie, donc on est à 147 000, un peu plus de kilomètres carrés, avec j'y reviendrai peut-être tout à l'heure quand je parlais de l'Inde. Donc, c'est un pays qui est plat, qui est assez plat, qui est très peu élevé, donc avec des enjeux climatiques, de montée des eaux, qui a aussi une influence sur la question des réfugiés climatiques. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais il y a des enjeux très, très importants aussi là-dessus, sur une superficie qui est faible au regard du nombre de la population. On est aujourd'hui beaucoup plus, hein, 168 millions d'habitants. On est à peu près à 170 millions, il semble, selon les dernières statistiques. Donc, on a une contrainte sur l'accès à la terre qui s'explique aussi, hein, une course à la propriété foncière qui s'explique aussi par cette superficie petite et par le nombre d'habitants, donc une densité très importante que vous avez ici, hein, qui est à peu près 1265 habitants au kilomètre carré. La capitale, c'est Dakar. Elle accueille à peu près 14 millions d'habitants, donc c'est une capitale qui est quand même importante. Mais on a encore aujourd'hui 2 tiers de la population qui vit en ruralité, hein, au Bangladesh, donc c'est une population qui est encore rurale. Une croissance démographique qui est pas très élevée, donc voilà, et on a un taux d'alphabétisation qui est autour d'un peu plus de 60%. On a une population en général jeune qui est assez éduquée, voire très éduquée. Il y a aussi au Bangladesh une élite intellectuelle très importante. Voilà, donc il y a aussi toute une réflexion qui est menée aussi sur le plan politique, économique, social, avec aussi, je leur parlerai, une société qui est très, très, comment dire, stratifiée. Officiellement, il n'y a plus de caste, hein, il n'y a pas de caste au Bangladesh, mais il y a encore des restes de caste. Donc, pour vous donner un exemple, les populations les plus aisées à Dakar, qui vivent dans des quartiers plutôt riches, elles ne vont jamais dans les quartiers plutôt pauvres. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Vous voyez? Vraiment. Donc ça, c'est aussi une donnée importante aussi de stratification sociale très importante au sein de la société bangladaise. Plus de 50 ethnies différentes. Donc on a l'ethnie principale, c'est les Bengalis, hein. Il y a Bengali et Bangladais, hein, mais tous les Bangladais ne sont pas d'ethnie Bengali. Et on a aussi un certain nombre d'ethnies en particulier. Je ne sais pas si on voit ma petite flèche ici. Si vous voyez ici les Chittagong Ilchuaks, donc tout ici, hein, cette région qui jouxte l'Inde et le Myanmar. Vous avez aussi une richesse ethnique et culturelle très importante. Sur cette zone-là, on a une population, un terme générique, ce sont les Juma, J-U-2-M-A, hein, les Juma, qui pratiquent la culture du Joum, c'est-à-dire la culture sur brûlis.
Donc, ils brûlent les terres pour ensuite pouvoir faire reposer la terre et ensuite on recultive. Et on a un certain nombre d'ethnies Jouma, donc ce groupe générique dans lesquels on va retrouver les Barois, les Chakmas et beaucoup d'autres. Voilà. Donc, on va avancer, je reviendrai sur certaines dimensions, hein, mais c'est important de voir cette carte d'identité parce qu'il y a des contraintes, comme vous voyez, géographiques, en termes de densité de la population et en termes aussi d'ethnie, puisque c'est un pays très, très riche. C'est une mosaïque aussi ethnique, hein, le Bangladesh. Alors, la situation en 2024, en janvier 2024. On est sur une situation où, après des élections en 2019, puis des élections en janvier 2024, qui ont été boycottées par le parti d'opposition. On a en gros, pour schématiser, on a deux grands partis. On a le parti de la Ligue Awami, hein, qui est le parti qui, en gros, enfin, qui est le parti de la première ministre, mais aussi qui est considéré comme le parti fondateur de l'État du Bangladesh. Euh, qui mène en fait la danse, si je puis dire, ou qui est au pouvoir en tout cas depuis de façon discontinuée depuis 2009. Et donc on a une monopolisation croissante du fait politique, de la politique par ce parti de la Ligue Awami, une situation hégémonique, hein, sans précédent depuis 2018, hein, puisqu'on a très très peu, dans les élections 2018, fin 2018, on a très très peu de candidats, de parlementaires qui n'étaient pas de la Ligue Awami. Et en janvier 2024, ben, c'est encore le cas parce que ben, le parti d'opposition a décidé de boycotter les élections pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez, que je n'ai pas le temps par contre de développer là, mais c'est autour de, en gros, la revendication de la mise en place d'un gouvernement intérimaire pour le temps des élections, qui était une condition sine qua non pour le BNP pour pouvoir concourir en fait. Ça n'a pas été accepté par Sheikh Hasina et donc ils ont décidé de boycotter les élections, ce n'est pas la première fois. Donc on a vraiment une situation sur le plan politique de monopolisation du pouvoir politique à tous les niveaux. Hein, parce qu'au Bangladesh, tout ne se passe pas à Dakar. Il y a aussi des dynamiques au niveau régional et au niveau des districts et des municipalités qui est très, très importante sur le plan politique et qui varie par rapport qui peut passer pardon, à Dakar. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une criminalisation du politique et une politisation de l'administration. C'est-à-dire qu'une politisation de l'administration, ça veut dire qu'une grande partie des nominations se font sur la ligne. Vous avez votre carte du parti, entre guillemets, donc vous êtes du parti de la Ligue Awami, donc vous allez pouvoir avoir accès à tel ou tel poste administratif. Donc ça, c'est clair que d'être un membre de la Ligue Awami, c'est une ouverture, une carte pour pouvoir accès à l'administration. Et une criminalisation du politique, c'est que en fait aussi le pouvoir politique au Bangladesh, donc Sheikh Hasina et son administration, ont aussi très clairement utilisé un certain nombre de services, police, services de sécurité, pour indirectement régler certaines affaires. C'est pour ça que je parle de criminalisation du politique. Euh, et aussi une judiciarisation. J'aurais pu même rappeler judiciarisation du politique dans ce sens où on a aussi ce qu'on appelle, pour celles et ceux qui suivent la demande d'asile bangladesh, ce qu'on appelle des affaires controuvées, c'est-à-dire des fausses affaires qui sont basées sur des faits qui ne sont pas forcément réels, hein, fabriqués, pour en gros nuire politiquement à un opposant. Ça, c'est une constante au Bangladesh, des affaires controuvées, et c'est classique. Et on a donc, au-delà de ça, cette criminalisation du politique et politisation de l'administration, on a une violence politique électorale qui est omniprésente, donc depuis très très longtemps, et qui explique aussi le nombre de morts aujourd'hui qu'on a eu, puisque cette période avant la chute de Sheikh Hasina le 5 août, il y a eu, on estime, entre plusieurs centaines, 600, voire 1000 morts. On n'a pas encore les chiffres voilà, de ces, comment dire, en lien avec ce soulèvement-là. Et donc, il y a une violence politique très, très forte dans très peu de temps et qui s'explique donc par le fait aussi que, à part dans la rue, on ne peut pas, au Bangladesh, on ne peut pas exprimer son opposition. Donc, c'est tout de suite très, très vite, très, très fort et très violent. La justice, donc je le disais, la justice et l'état de droit et les services de sécurité sont aux mains du pouvoir politique. On a aussi la question de la résurgence croissante de l'islam politique radical et notamment d'une mouvance qui s'appelle Hifazat et Islam, la protection littéralement de l'islam, qui est une mouvance qui n'est pas nouvelle, qui est ancienne, qui ne concourt pas sur le plan politique, mais qui a une énorme importance sociale et une énorme importance sur ce qui doit être, aux yeux de cette mouvance, la pratique de l'islam. Donc aussi avec des conséquences sur une vision du rapport homme-femme, de la séparation des hommes et des femmes dans l'espace public, sur la question de déclarer apostat certaines minorités de l'islam, etc., etc. Donc une vision extrêmement rigoriste de l'islam.
J'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi des nouveaux acteurs de la société politique, des blogueurs, des professeurs d'université et d'autres, des avocats, qui sont clairement dans la ligne du pouvoir de Sheikh Hasina et qui ont été, pour certains d'entre eux, victimes de disparitions forcées. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Et comme je le disais, on a donc des élections de janvier 2024 se sont déroulées, qui n'ont pas du tout été libres et intègres, et qui ont été donc de ce fait boycottées par le parti d'opposition principal, le parti nationaliste bangladais. Voilà. Les signes étaient tellement mauvais que, par exemple, l'Union européenne, a tout un programme d'observation électorale, a décidé de ne pas envoyer une mission d'observation électorale complète, on va dire. Voilà. Donc c'est un signe aussi, parce qu'il n'y avait pas les garants, il n'y avait pas les prérequis sur le plan du processus démocratique comme libre, intègre et indépendant. Bien, les marqueurs économiques maintenant. Je passe à la question économique. On a donc un pays qui est en indice de développement humain. On a eu une certaine évolution, qui est 129e en position 129e sur 191 pays en 2021. Ça a un peu bougé depuis. Ça va un petit peu mieux globalement, parce que par exemple, sur la question de la scolarisation des jeunes filles, ça va un petit peu mieux sur certains marqueurs. Mais on a encore, par exemple, de gros problèmes sur l'accès à la santé, en particulier sur l'accès à la santé maternelle et infantile, et sur d'autres sujets en lien avec l'indice de développement humain, qui est un indice qui est développé par le Programme des Nations Unies et qui permet de classer, encore une fois, les États hein, sur le degré de développement. L'économie, on est sur une économie qui est très, très liée aux industries et aux services. Hein. Le Bangladesh ne pourrait pas vivre, par exemple, sans le secteur du prêt-à-porter. C'est clair que c'est un secteur très important pour le Bangladesh. On se souvient du Rana Plaza, par exemple, hein, l'effondrement cet immeuble-là ou de confection textile. C'est un secteur très important pour le Bangladesh. Et il y a une prévalence de l'emploi informel hein, avec une corruption endémique. C'est-à-dire que il n'y a pas de protection sociale au Bangladesh. Vous perdez votre emploi, vous perdez tout, en fait. Donc, c'est un système voilà, très compliqué sur le plan de l'emploi, en particulier pour les jeunes, et on va y revenir. Donc, l'économie, elle est centrée, comme je le disais, sur le commerce de jute. Hein. Le jute, c'est cette matière un peu rêche, vous savez, qui permet de faire des sacs, par exemple. Voilà, c'est très important pour aussi le Bangladesh et de confection de vêtements. Donc, ce qu'on appelle le ready-made garment, c'est-à-dire le prêt-à-porter, voilà, en français. Sur le plan économique, on a aussi, je le disais tout à l'heure, une forte dépendance, en général aussi sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, dépendance de la Chine et de l'Inde. L'Inde s'intéresse aussi au Bangladesh parce que c'est aussi 170 millions de consommateurs. Hein, c'est un pays qui est aussi, voilà, c'est une demande importante en termes d'exportation pour l'Inde. Pour la Chine aussi, les deux pays cumulent, je le mets ici, 40% du volume des échanges en valeur. Il y a aussi une dépendance énergétique du Bangladesh. Il y a un gros problème, par exemple, sur l'accès à l'électricité hein, au Bangladesh. Hein. Il y a des coupures d'électricité assez souvent. Euh, et une dépendance alimentaire vis-à-vis de l'Inde qui est aussi très, très présente et qui pose des problèmes aussi de dépendance, du coup, politique aussi vis-à-vis de l'Inde et de la Chine. Excusez-moi. Et le Bangladesh, du coup, est très impacté, et c'est encore plus vrai depuis la guerre en Ukraine, hein, sur la fluctuation des cours des biens de première nécessité. Ben, ça impacte très, très fortement le Bangladesh parce qu'il importe beaucoup de biens de première nécessité, y compris du riz, par exemple. Hein. Voilà. Alors, ensuite, sur le plan politique. Donc, sur le plan politique, c'est le titre de l'ouvrage que d'ailleurs que Sonia a rappelé, hein, Démocratie en trompe-l'œil et faillite de l'État de droit. Pourquoi en gros démocratie en trompe-l'œil? Parce que de l'extérieur, on a tout qui est très très beau. On a un Parlement, excusez-moi, on a un Parlement avec une assemblée où il y a des discussions mais qui mènent pas à grand-chose. Hein. Le Parlement, c'est pas véritablement une instance ou encore une fois un organe de contrôle du pouvoir où comment dire, on discute des projets de loi, on discute de la légalité de tel ou tel texte. Hein. Non, pas du tout, c'est très très peu le cas. Il n'y a pas du tout de respect de la hiérarchie des normes. Euh, le, le- le- pff, la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire n'est pas vraiment réelle, dans la mesure où c'est le pouvoir exécutif qui donne un peu des ordres parfois au législatif et au judiciaire. Il n'y a pas du tout d'égalité de tous devant la loi. Hein. Si on a de l'argent et si on a ce qu'on appelle un capital social, c'est-à-dire un réseau social qui peut nous aider, eh bien, eh bien c'est ça qui va primer. Pas du tout de redevabilité. Hein. Le Bangladesh est un des pays où il y a très très peu de redevabilité par rapport aux décisions qui est prises et donc de responsabilité du gouvernant et des politiques en général. Et
Les recours sont très compliqués à avoir parce qu'il faut avoir accès à un avocat. Les avocats, très honnêtement, il y a de très bons avocats et de très mauvais avocats. Et dans tout ça, sur le secteur économique, sur cette politique, il y a de la corruption endémique qui transcende tous ces secteurs de la vie, hein, du Bangladesh, tellement que voilà, le Durniti, c'est-à-dire la corruption au Bangladesh, hein, Durniti, c'est un mot, Durniti, c'est un mot qui revient beaucoup, beaucoup dans les discussions au Bangladesh. On a aussi la question de la relation avec l'islam aussi, qui est problématique. Et la Constitution sur ce, et c'est pour ça qu'il faudrait, enfin, qu'il est important, pas que là-dessus, mais qu'il est important de revoir la Constitution, de la réfléchir sur certains aspects en lien avec le politique, parce qu'il y a une contradiction entre le fait que l'État Bangladesh est à la base un État qui se veut séculariste, avec une place accordée à chacune des religions, religion, l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, d'autres religions. Mais le problème, c'est qu'au sein de la même constitution, au sein de la constitution, pardon, Bangladesh de 1972, il y a une contradiction majeure entre différents articles. On a d'un côté le sécularisme qui est rappelé, mais aussi le fait, depuis 1988, c'est un des représentants politiques bangladais, donc le président Ershad, qui l'a mis qu'il a fait placer au sein de la Constitution que l'islam est religion d'État. Voilà, c'est le huitième amendement de 1988. Donc on a des contradictions sur cette question-là et qui ne sont pas sans poser des problèmes sur le plan de l'appréciation de qu'est-ce que le bon islam et comment se situer par rapport à cette question-là, sécularisme et islam comme religion d'État, et sur lequel question sur laquelle, pardon, surfent certains mouvements islamistes, en particulier ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, le Hifazat. J'ai abordé le Hifazat Islam, qui est encore une fois très influent et qui a notamment des réseaux d'écoles très importants au Bangladesh. Voilà. Donc j'en ai parlé, le Parlement. Donc le Parlement, voilà, c'est une coquille vide en fait, 300 députés, 50 sièges réservés aux femmes. Donc il y a pas de, c'est pas un contre-pouvoir. Il y a une commission nationale des droits de l'homme. On a en France une commission nationale consultative, pardon, des droits de l'homme, la CNCDH, qui joue un vrai rôle de contre-pouvoir, voilà, qui publie un certain nombre d'avis, etc. Bon, bah, au Bangladesh, c'est pas le cas, hein. Et puis en plus, cette commission nationale des droits de l'homme, elle devait en plus, quand elle souhaitait déposer plainte contre un représentant de l'État, demander la permission à l'État, avoir l'accord de l'État. Donc ça ne sert à rien. Vous voyez bien, c'est un cercle vicieux en fait. Donc aucune influence véritablement. Et puis une vision très politique de la loi dans le sens où, et ça c'est très intéressant, la loi est rédigée au Bangladesh de façon à protéger en fait. Il y a les formulations, les vides juridiques qui favorisent la protection et l'impunité des forces de police et des forces de sécurité. Et on le voit par exemple la loi sur la torture et les morts en détention, qui est une loi qui a été adoptée en 2013. Cette loi sur la torture et la détention, par exemple, ne liste pas la totalité des services de police ou de renseignement qui pourraient perpétrer la torture. Et du coup, il y a un vide en fait. Qui plus est, la définition de la torture au Bangladesh, la définition nationale dans cette loi et dans le code pénal n'est pas en conformité avec la définition internationale de la torture qu'on va retrouver dans la Convention contre la torture de 1984, alors même que le Bangladesh est parti à cette convention. Il a signé et ratifié cette convention contre la torture. Sur l'index de l'état de droit, on a aussi de grosses questions sur la question de la corruption, j'en ai parlé, les droits fondamentaux, on y reviendra. C'est un système, au moins jusqu'au 5 août, qui était très, très sécuritaire, avec beaucoup de surveillance, y compris de surveillance sur Internet. Vous avez, depuis 2006, au moins 3 lois qui ont été adoptées sur la question de la liberté d'expression, notamment sur le plan du numérique, avec voilà, aussi sur le plan du cyber. Il y a eu des lois qui ont été adoptées. Et donc, tout ça a été très, très surveillé et très, très instrumentalisé, très utilisé par le gouvernement pour mettre des centaines de personnes soit en contrôle judiciaire, soit en prison ou en détention préventive en tout cas. Voilà. Donc, on a des vrais enjeux sur la question de la justice civile et sur la question de la justice pénale. Sur la liberté d'expression, on a aussi des enjeux, hein. Le Bangladesh, il était 165e sur 180, donc très très bas dans le classement. Ça va remonter, je pense, l'année prochaine, hein. Il sera mieux classé. Et je vais vous montrer tout à l'heure, enfin, normalement, j'ai fait des captures d'écran de la presse bangladaise en anglais. Vous allez voir que ça, déjà, on voit après le 5 août, ça s'ouvre. C'est pas du tout la même chose sur la liberté d'expression. Donc, c'est une vraie question, hein, une liberté d'expression qui est muselée.
Ici, vous avez, alors je vous explique, vous avez, j'ai tiré ça de la presse bangladaise quotidienne, c'est le Daily Star, qui vous montre en gros que, en fait, le fait d'être parlementaire ou le fait d'avoir un pouvoir politique au Bangladesh, y compris au niveau local, c'est en fait un tremplin économique. Qui aujourd'hui trust les positions politiques, les postes, pardon, les postes politiques, bah, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les avocats. Voilà, et finalement très très peu de politiciens, hein, très très peu de politiciens. Donc on a aussi ce côté de que le poste politique, à quelque niveau que ce soit, est un vecteur de captation financière et un vecteur économique avant tout. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il y a aussi dans la fabrique du politique du Bangladesh. C'est un élément important à prendre en compte, hein. On n'est pas là pour discuter forcément des lois, on est là pour se faire de l'argent. Je schématise un peu. Enfin, je schématise pas beaucoup en fait, mais c'est beaucoup le cas en tout cas, c'est une grande majorité. Donc, état de droit, liberté fondamentale au Bangladesh. Donc, on a, je vous l'ai dit, des violences politiques et physiques et psychologiques très importantes, hein, arrestations sur différents motifs, notamment sur la question de la liberté d'expression ou sous couvert de la lutte antiterroriste. On l'a vu en 2016, il y a un attentat terroriste, c'est le dernier grand attentat terroriste 2016 dans la Holy Bakery, donc une petite, un restaurant, pardon, dans un des quartiers huppés de Dakar où il y a eu une vingtaine de morts. Ça a généré des dizaines de milliers d'arrestations et en particulier du parti opposé, des personnes qui appartenaient au Parti nationaliste bangladais, le BNP, hein. Atteinte majeure à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, je l'ai mentionné. On a aussi des disparitions forcées, j'y reviendrai, des exécutions extrajudiciaires aussi qui notamment ont été menées avec beaucoup d'allégations par un des services qui est le bataillon d'action rapide qui apparaissait beaucoup et qui apparaît beaucoup aussi dans les récits d'asile, hein. C'est une force mixte, c'est-à-dire à la fois d'éléments civils et d'éléments militaires, qui a été créée en 2004 et qui est clairement le bras armé de Sheikh Hasina, qui a été le bras armé de Sheikh Hasina et qui est, voilà, et dont certains membres sont par exemple interdits de voyage, interdits de séjour aux États-Unis, par exemple, hein, certains membres du RAM, de ce bataillon d'action rapide. Une population carcérale qui croît, vous l'avez ici les chiffres, et puis aussi, il faut le savoir, le Bangladesh, c'est un petit pays, mais il faut savoir qu'au Bangladesh, il y a au moins une condamnation à mort par jour, au moins. Voilà, donc c'est un pays qui pratique encore, qui condamne et qui exécute encore des condamnés à mort. Et voilà, il y a à peu près entre 1500, les chiffres sont évidemment peu transparents, mais entre 1500 et 2000 condamnés à mort au Bangladesh. Et ça, vous trouvez ça dans une des sources, c'est Amnesty International, les rapports d'Amnesty International notamment. Donc, les marqueurs politiques du Bangladesh, on a aussi la question de l'engagement social qui peut aussi être vecteur de persécution potentielle, hein. Par exemple, quelqu'un qui, un membre d'une ONG, sans forcément être président, qui, par exemple, va lutter contre le trafic de drogue, notamment des drogues de synthèse. Il y a une drogue très importante au Bangladesh qui s'appelle le yaba. YABA, et qui, donc une drogue en gros, de synthèse, et qui circule, hein, qui circule du côté des camps Rohingyas, mais pas seulement, qui circule un peu partout. Et le fait, par exemple, de faire de la prévention sur le trafic sur la prévention sur la consommation de drogue ou contre le trafic de drogue, ça peut être un motif de persécution avant le 5 août et après le 5 août. Donc ça ne va pas changer. Ça, a priori, ça ne changera pas. Et puis, on a aussi l'engagement au sein des universités. Les universités au Bangladesh sont de véritables incubateurs politiques, hein. C'est là qu'on fait ses armes politiques. On ne peut pas entrer en université, on peut pas, enfin, on peut pas décemment étudier en université si on n'a pas l'aide d'un des partis, si on n'est pas en gros encarté dans un des partis, parce que ce parti va faire en sorte que vous puissiez avoir accès à des livres, à des réductions, à des cantines universitaires, à des chambres. Voilà. C'est pas anodin si aujourd'hui, enfin, après le 5 août en tout cas, un des postes les plus compliqués à remplacer, parce que c'était des nominations politiques, des postes à remplacer au sein des universités, c'est en gros administrateur de l'université, ce qu'on appelle le provost au Bangladesh. Le provost, c'est celui qui est en charge, la personne qui est en charge de l'université, de l'administration de l'université, et c'est la personne, par exemple, qui attribue les chambres universitaires. Et ça a été un des postes les plus compliqués, voilà, central, hein, à remplacer au Bangladesh parce que c'était des nominations politiques. Donc, les racines profondes. Il faut que j'avance parce que sinon, je ne vais pas y arriver.
Les racines profondes et immédiates donc, du soulèvement populaire. La question centrale qui s'est posée autour du soulèvement populaire, qui s'était déjà posée en 2018, c'est la question de la répartition des quotas d'attribution des postes dans l'administration bangladaise, l'administration civile. Vous avez ici, vous le voyez, bon, c'est en anglais, hein, mais vous voyez la situation avant juin 2024 et après. Avant 2024, on avait un traitement euh, extrêmement discriminant en faveur. Alors, je vous explique. C'est les 30% que vous avez ici au milieu que vous voyez. Je mets ma flèche autour, voilà. 30% des postes au sein de l'administration qui étaient attribués pour les personnes qui descendent des familles, ce qu'on appelle les freedom fighters, c'est-à-dire les défenseurs de la liberté, donc les familles qui ont combattu pour l'indépendance du Bangladesh. Voilà. Donc on avait 30%. Sauf que ce n'est pas la majorité numérique. Et donc ça bloque. Vous avez énormément, énormément d'étudiants au Bangladesh. Donc ça bloque une grande partie de l'accès à l'emploi public pour un grand nombre d'étudiants bangladais. Donc ça a été très, très mal ressenti. Donc ça, c'est la cause principale première, cause première en tout cas, hein, de ce soulèvement étudiant, qui ensuite s'est étendu à d'autres catégories de la population, hein. Et il n'y avait que 44% qui étaient basés sur les résultats, en fait, on merit en anglais, donc les résultats. Après juillet, on a complètement changé. C'était 93% sur les résultats, 5% des quotas donc de ces postes en administration publique pour les descendants donc de ces combattants de la liberté. Et on a 2% pour la question des minorités ethniques. La question des personnes transgenres, ça c'est une nouveauté, donc c'est aussi voilà, un point intéressant, et la question des personnes en situation de handicap. Bon, entre les deux, il y avait 10% de quotas pour les femmes qui sont passés à l'as. Voilà, donc il n'y a plus de quotas, 10% pour les femmes. Ça, c'est le côté aussi négatif de ce résultat de négociation. Mais ça n'a pas suffi, hein. Ça n'a pas suffi parce que bah, au moment où cette décision est prise de changer le système de répartition des quotas, on était déjà fin juillet, début août, et en fait, le soulèvement étudiant avait d'autres revendications. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Euh, on est sur l'éclairage, donc les éclairages de la demande d'asile bangladaise donc en France. Donc en 2022, on était à peu près sur 10 500 demandes d'asile, donc une forte augmentation par rapport aux années précédentes, avec peu de demandes qui sont acceptées. Il y a un traitement un peu plus favorable sur des femmes bangladaises parce qu'elles sont aussi victimes de violences. C'est un contexte très dur pour les femmes bangladaises, hein, le Bangladesh, je trouve. Voilà. Et donc, on a un niveau élevé. Bon, la majorité, c'était encore la question de l'appartenance au BNP ou à un parti d'opposition ou des différents, enfin, une différence de point de vue ou des intérêts politiques ou économiques entre membres de la Ligue Awami. Donc, il y a aussi une violence intra-Ligue Awami qui est très, très présente, hein. Voilà. Euh, Contentieux foncier, menaces contre les dissidents, les journalistes, appartenance à une minorité confessionnelle, on y reviendra, parce que là aussi, il y a des choses à dire et à clarifier en fait sur la question de la persécution contre, par exemple, les hindous ou les bouddhistes. On y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, enfin en 2023, on était à plus de 9000, donc je le disais tout à l'heure, demandes d'asile hein, introduites en France par les ressortissants donc bangladais. Une demande qui reste assez faible, hein, puisqu'on est à peu près à un peu moins de 1500 sur 9000. Ça reste un petit peu la même tendance sur les motifs hein, de demande et donc de reconnaissance du statut de réfugié, sur la question, encore une fois, d'appartenance à un parti d'opposition, sur la question de spoliation de terres, d'accès à la propriété foncière, qui est un vrai sujet au Bangladesh, hein. Vrai sujet parce qu'au-delà de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'on a une population très nombreuse sur un espace restreint, 147 000 km², c'est un quart de la France quand même, hein. Vous imaginez, on a 170 millions d'habitants sur un quart de la France, sur un pays qui est très très peu élevé, avec des inondations régulières. Et avec en plus, là c'est l'effet du changement climatique, un pays qui, c'est les projections qui nous le montrent, d'ici 2050 va perdre 20 à 25% de son territoire. Donc il y a de vrais, vrais enjeux une vraie concurrence sur l'accès à la terre et sur la propriété foncière. Donc, comme motif, la liberté d'expression, je l'ai mentionné tout à l'heure. La question aussi, on y reviendra peut-être dans les questions si vous le souhaitez, parce que c'est un point très particulier de la question des Chittagong Hill Tracts, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, cette région qui se trouve donc si vous vous souvenez de la carte, donc à l'est du Bangladesh, entre l'Inde et qui a une frontière commune avec le Myanmar.
Et puis, bah, voilà, la question aussi la confession religieuse, la violence sectaire et persécution hindoue, chrétienne ou bouddhiste. Voilà. Voilà. Donc, on va voir un petit peu après ce qui va se passer sur le nouveau type de demande bangladaise après. C'est clair que aujourd'hui, avec le départ de Sheikh Hasina, on va avoir une certaine évolution et notamment sur le fait que bah, ceux qui vont être ciblés vont être pas prioritairement les personnes qui appartiennent ou qui sont vues comme appartenant à quel que soit le niveau hein, à la Ligue Awami. Il va y avoir une vengeance, très clairement, hein. La justice va essayer de faire son œuvre, mais il va y avoir une vengeance qui va s'opérer très honnêtement sur une partie des cadres intermédiaires au niveau voilà, des collectifs, enfin, je veux dire des villages et, à un niveau local, mais aussi au niveau national, très clairement. Et il va y avoir ça comme motif de persécution. Euh, et ça ne changera que, et je mets un petit peu les variables ici, ça ne changera que s'il y a un changement de perception sur ce qu'est véritablement la justice, puisque la justice reste encore une vengeance. C'est pas pour rien si, il y a encore beaucoup de condamnations à mort aujourd'hui, hein. Ça explique aussi ça. Et la vision de la justice, c'est une redevabilité de la justice. Il faut aussi qu'il y ait un changement de comportement et de code de conduite de la police et des forces de sécurité et de renseignement. La police a été indexée très clairement durant ce 5 août, enfin avant le 5 août, en juillet et en août. La police a très clairement utilisé un usage excessif, a recouru, pardon, à un usage excessif de la force. Et ce qui fait qu'au moment où Sheikh Hasina est parti, la police est complètement devenue en clandestinité, si vous voulez. Ils étaient plus présents, ce qui fait que qui était au carrefour, qui faisait le trafic de voitures dans les villes, notamment, bah, c'était les étudiants. Donc, ils ont remplacé à un moment hein, comment dire, les policiers ou qui gardaient, par exemple, certains temples hindous ou des monuments religieux ou historiques, bah, c'était les étudiants. Il y a une vraie question, et c'est ce qu'on appelle la réforme des systèmes de sécurité, c'est-à-dire de pouvoir recruter des personnes qui sont, en gros, qui n'ont pas du sang sur les mains et qui respectent les fondements des droits fondamentaux et qui les ont respectés. Voilà. Et puis, bah, il y a la question de l'impunité aussi, hein. Et l'impunité, elle passe aussi par un changement des lois, parce que les lois garantissent aussi ce que je disais tout à l'heure, l'instrumentalisation juridique et en termes d'écriture de la loi, de la légistique, de l'écriture de la loi, il y a eu un volet, une dimension très politique, et donc il faut aussi voilà, réécrire un certain nombre de lois, en fait, hein. Donc, c'est un chantier qui est monumental hein, au Bangladesh. Bien. J'avance. Ici, vous avez la chronologie. Donc, tout a été très, très vite. Je vais juste aller aux éléments principaux. On a aussi dans les acteurs hein, de ce soulèvement, la Haute Cour de justice, hein, et c'est parti de là, qui a décidé en fait de remettre en place le système de quotas alors que c'était pas le cas auparavant. Et c'est ça qui va déclencher véritablement le début des manifestations étudiantes. Ce qui va en fait radicaliser les étudiants. Et là, on est sur un point de violence symbolique. Je vous parlais aussi de violence symbolique. C'est un point très important. C'est qu'en fait, Sheikh Hasina, ouvertement, va qualifier les manifestants de traîtres à la patrie. C'est un mot très important dans l'univers social bangladais. C'est le terme de Razakar. Razakar, c'est un terme qui renvoie aux personnes, aux familles qui ont été contre l'indépendance du Bangladesh. Donc, c'est une vision très dichotomique de la société. Vous avez ceux qui ont été pour l'indépendance, les familles de freedom fighters qui ont été donc favorisées, notamment sur le plan des quotas jusqu'en juillet hein, 2024, avant la réforme. Et ben, l'autre côté, c'est-à-dire les traîtres à la nation, et notamment ceux qui sont de près ou de loin, qui ont été proches du Jamaat Islami, de ce parti politique, mouvance et parti politique, qui en plus est interdit par Sheikh Hasina à plusieurs moments, et qui sont un petit peu vus comme des traîtres à la nation, les traîtres à la nation bangladaise. Donc ça, c'est très important, et c'est notamment à partir de là qu'on va avoir une radicalisation, et qu'en fait, on va avoir avec les étudiants d'autres segments de la société bangladaise qui vont descendre dans la rue et qui vont contrer les policiers. Pourquoi ça a marché aussi, au-delà de la question du soulèvement qui était nombreux, c'est que les manifestants, je veux dire, qui étaient nombreux, c'est aussi parce que ben, face aux manifestants, la police ne faisait pas le poids sur le plan numérique. Il y a
au regard de la population, le ratio, si vous voulez, policiers ou services de renseignement et population, il est très faible. Et c'est bien pour ça que Sheikh Hasina a mis en place un régime d'oppression depuis 2008, ce qui va croissant, par des lois liberticides, par aussi une impunité, une carte blanche qui est donnée à un certain nombre voilà, de services de sécurité, de la police en particulier, ou les services de renseignement. On en reparlera peut-être plus tard un petit peu sur les services de renseignement. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à maintenir son emprise, en fait, politique sur le pays. Sinon, elle ne serait pas parvenue parce qu'il n'y a pas assez de force, en fait. Et puis, il y a aussi une police bangladaise je parlais d'usage excessif de la force, mais qui tire à balles réelles sur les manifestants. Donc ça, c'est très important. Et on est arrivé donc à la fin. Vous avez ici, vous voyez une vue de Dakar hein, avec les manifestants. Donc c'est des énormes manifestations et qui a généré entre 600 et 1000 morts. Donc il y a de plus en plus de morts, une répression brutale. Il y a en gros Sheikh Hasina qui a dit en gros, vous avez carte blanche, c'est ce qu'on appelle le shoot to kill en anglais, vous avez carte blanche pour tuer les personnes. Et c'est ça qui va radicaliser aussi le mouvement. Et Sheikh Hasina, donc le 5 août, décide de fuir. Elle voulait faire un message, il se dit qu'elle voulait faire un message pour démissionner, mais elle n'a même pas eu le temps. Et donc elle est partie très très vite. Et très vite parce que quelques heures seulement après, des milliers de Bangladais sont arrivés dans sa résidence. Hein, et en gros, ont tout pillé. Ont tout pillé, tout pris, à la fois pour piller, mais aussi pour garder des souvenirs de cette époque. Vous voyez, voilà. Donc, vous avez justement cette image voilà, de l'entrée de ce qu'on appelle le Ghana Baban, c'est-à-dire la résidence de la Première ministre. Voilà, ça c'est tiré des RFI. Donc, un nouveau gouvernement avec des nouveaux visages. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai renouveau démocratique. Parce que, par exemple, on a beaucoup plus de femmes dans ce gouvernement. Hein, en gros, sous Cheikh Hasina, il y avait deux femmes, plus ou moins deux femmes dans le gouvernement. Une qui était, je crois, une ministre chargée soit de droits des femmes, droit ou l'éducation santé. Et puis elle, là, on en a une, deux, trois, quatre. Quatre, voilà. Euh, et pas que sur les secteurs classiques. Vous voyez, voilà. Donc aujourd'hui, c'est Mohamed Younous donc, qui est nommé Chief Advisor, donc il est conseiller hein, en chef, c'est-à-dire Premier ministre en gros. Et il a été choisi par les manifestants. Hein. On a deux étudiants, pardon, qui font partie, qui sont conseillers aussi, ces deux-là, hein, Nahid Islam et Asif Mahmoud. Ce sont deux étudiants qui ont été intégrés dans le gouvernement. Voilà. Et chose aussi assez ironique, si je puis dire, c'est que vous avez par exemple ici Adilur Rahman, que j'ai déjà rencontré au Bangladesh. Hein, c'était l'ennemi juré de Sheikh Hasina. Et il était responsable, secrétaire général d'une très grosse, la plus grosse, je pense, une des plus grosses en tout cas, association de défense des droits fondamentaux qui s'appelle ODICAR. ODICAR en Bangladesh, c'est droit. En Bengali, c'est droit. Ironie du sort, il devient ministre de l'investissement, je crois, de l'industrie. Voilà, de l'industrie. Voilà, donc après avoir été voué aux gémonies et avec beaucoup de harcèlement administratif et judiciaire, y compris de la prison d'ailleurs. Hein. Donc voilà, donc il est au sein de ce gouvernement. Mohamed Younous, très rapidement, je disais que c'était une personnalité qui faisait plutôt consensus, mais qui est aussi controversée parce que le système du microcrédit n'a pas donné que des choses positives aussi pour les femmes concernées. Hein. Donc, voilà, donc c'est notamment une des questions sur lesquelles il y a de gros débats. Il y en a très certainement d'autres. Voilà. Mais celle-là aussi, voilà, c'est une pomme de discorde. Donc Mohamed Younous, il faut savoir que le 5 août, il était en France, en fait. Hein. Donc, il est revenu très, très vite de France jusqu'au Bangladesh pour nommer son administration, en fait, hein, nommer le nouveau gouvernement. Donc, il prend la décision, ça c'est très important, je vous parlais de chantier tout à l'heure, de créer 6 commissions thématiques. Et ça, c'est un très gros changement. Pardon, je reviens en arrière. Une chose qui est très importante, que je dois mentionner vite, mais que je dois mentionner, vous avez, il est où? Monsieur Chakma, où est-il? Si vous le voyez. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il n'est pas là. Ici, voilà. Ici, vous voyez, Supradip Chakma, il faut savoir que ce monsieur, il avait été victime de disparition forcée, ce Sheikh Hasina, donc en détention secrète, en gros, et qui vient des Chittagong Iltraks. Donc, c'est une des premières fois où on a quelqu'un des Chittagong Iltraks qui fait partie d'un gouvernement. Et voilà, véritablement, voilà. Donc, ça veut dire qu'aussi, cette question, elle fait partie de l'agenda de la nouvelle administration. Et ça, c'est un point important. Donc, des commissions, vous les avez ici. Hein, donc, commission sur les réformes de la justice, c'est un secteur essentiel hein,
il faut revoir, quoi. Système judiciaire, vous avez au Bangladesh un système d'aide judiciaire, l'équivalent de l'aide juridictionnelle, mais il n'y a pas d'argent. Et puis, dans les textes, l'aide juridictionnelle ne couvre pas tout. Vous voyez, donc il y a de gros soucis. Système électoral, il faut aussi le revoir. La question des circonscriptions, population jeune, donc il faut faire un census, il faut faire pardon, un recensement, voilà, un recensement électoral. Il y a plein de questions qui se posent. La question d'une nomination d'une commission indépendante aussi, hein, électorale, c'est une autre question. Réforme de l'administration, puisque l'administration est complètement politisée. Réforme de la police, code de conduite. Commission anticorruption, essentielle, puisque ça transcende encore une fois beaucoup de secteurs de la vie au Bangladesh, et la réforme de la Constitution qui est essentielle, je ne l'ai pas mentionné, qui est aussi essentielle, pas seulement sur la question du sécularisme et de clarifier la question sécularisme et place de l'islam dans l'ordre juridique bangladais, mais aussi parce que Sheikh Hasina, au fur et à mesure des amendements, a verrouillé au moins la moitié de la Constitution. Donc la moitié de la Constitution de Sheikh Hasina n'est pas amendable. Donc c'est très très grave. Il faut savoir qu'un député, c'est pour ça que je vous parle aussi de contre-pouvoir qui n'existe pas au niveau du Parlement et de l'Assemblée nationale, la Jatiya Sangsad, c'est qu'un député, par exemple, ce Sheikh Hasina qui votait contre la décision générale de son parti, était exclu selon la constitution de son parti. Il y perdait. Enfin, il perdait pas, mais il perdait symboliquement son poste de député. Vous voyez, donc ça va très très loin sur ce qui est les lignes qui doivent être suivies dictées hein, par la ligne politique. Plus haut. La question foncière, les défis. Donc la question foncière, c'est une question très importante, hein. On a de moins en moins en superficie de terre arable, donc de terre qui peut être cultivée, avec une pression démographique. Je ne sais pas si vous parlez d'aujourd'hui, mais les projections, elles montrent qu'il y aura, a priori en 2050, il y aurait au moins 240 millions d'habitants sur un territoire qui va perdre 20% de superficie. Imaginez ce que ça veut dire. Donc il y a de grosses questions qui se posent aussi sur un creuset déjà extrêmement violent sur le plan social et politique. Donc imaginez, ça va s'exacerber. C'est clair, ça va s'exacerber. Sur le plan de la religion et la question donc, de la coexistence pacifique entre les communautés. On est sur un islam sunnite. Là, on est sur un rite hanafi, donc une des quatre écoles religieuses de l'islam. On a une majorité de Bangladais qui sont évidemment musulmans sunnites, une part d'hindous qui, depuis 1971, décroît. Donc, il y a quand même une persécution des hindous qui transcende aussi l'histoire politique du Bangladesh pour plusieurs raisons, parce que des hindous peuvent avoir des terres, c'est une minorité, facteur aggravant en plus. Donc, d'autres personnes qui ne sont pas de confession hindoue vont vouloir s'accaparer ces terres-là. Malgré, je passe les détails, mais il y a eu des lois qui ont été édictées, qui ont été prises sous les différents régimes successifs au Bangladesh dans les années 90 et 2000 qui devaient permettre un retour de ces terres aux hindous qui étaient partis, mais en fait, ça ne marche pas. Donc, on a une population hindoue qui peut être clairement persécutée parce qu'elle est hindoue et parce qu'elle possède des terres. Mais j'y reviendrai aussi sur autre chose. Donc, des chrétiens, des bouddhistes, notamment les bouddhistes, notamment sur les Chittagong Hill Tracts, hein, les Barwa, par exemple, hein, dans les Chittagong Hill Tracts, les Ahmadis, on y reviendra si vous voulez. Hein, c'est une des dimensions aussi importantes comment dire, de l'expression de l'islam, en fait, au Bangladesh. Hein, les Ahmadis sont spécifiques dans ce sens où ils ne sont pas reconnus comme sunnites généralement. Ils craignent un petit peu moins qu'au Pakistan. Au Pakistan, ils craignent la mort, hein, c'est clair. Mais les Ahmadis, c'est une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne croient pas comment dire, au fait que le prophète Mahomet soit le dernier des prophètes, soit ce qu'on appelle le sceau des prophètes, le Khatim en-Anbiya, donc le sceau des prophètes en arabe. Voilà, eux aussi sont persécutés. Et puis, il y a aussi l'animisme. On n'est pas persécuté pour des raisons d'animisme a priori, sauf si on tombe sur des éléments du Hifazat al-Islam, mais voilà, on n'est pas persécuté a priori. Donc, l'islam est religion d'État, je le rappelle. Juste un point sur la question hindoue, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la question de la persécution des hindous. Il est vrai qu'il y a une persécution des hindous avant et après le 5 août, mais il faut faire attention parce que on a aussi beaucoup de médias, en particulier des médias qui viennent d'Inde, mais qui ont aussi pignon sur rue au-delà de l'Inde, et qui nous disent c'est horrible, il y a une persécution des hindous parce qu'ils sont hindous. Il faut savoir que pour deux raisons, les hindous les hindous peuvent être persécutés parce qu'ils sont de confession hindoue, mais aussi et surtout depuis le 5 août parce que
Ils sont vus comme une minorité qui a été protégée par le régime de Sheikh Hasina, et ce qui n'est pas faux. Et ils sont vus aussi comme, du coup, comme une minorité qui a appartenu, qui a été encartée, si je puis dire, vous voyez, dans le parti de Sheikh Hasina. Donc ces persécutions contre les hindous, elles n'ont pas seulement, voire pas du tout, un fondement religieux, mais surtout un fondement d'affiliation politique. Je ne dis pas encore une fois qu'il n'y a pas de persécution contre les hindous, puisqu'il y en a depuis très longtemps. Mais il y a aussi ce facteur politique aggravant. Et les médias, par exemple, indiens, il y a beaucoup de discussions. Moi, je suis un certain nombre de discussions entre des journalistes, par exemple, indiens et bangladais en anglais. Et les journalistes bangladais ne sont pas très contents hein, du traitement qui est fait de l'information du côté indien parce que c'est tronqué. L'information est tronquée. Donc, je vous le dis, il y a ça aussi, la désinformation qui fait qu'on on n'a pas forcément la bonne information sur la question de la persécution contre les minorités hindoues. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de persécution, mais il y a d'autres facteurs qu'il faut aussi prendre en compte. La transition démocratique, parmi les enjeux, bah, oui, je le disais, hein, il y a soif de justice, justice pénale, justice économique. La question de la dignité, c'est aussi un point très important qui est revenu dans les slogans et qui était aussi dans les soulèvements du printemps arabe. Hein. La question de la dignité, elle était au cœur du soulèvement. Et là aussi, on a une atteinte profonde à la dignité des personnes parce qu'on on est bloqué, pas de dignité sociale, parce qu'il y a eu ce terme de razakar aussi qui a été utilisé, parce que Sheikh Hasina aussi a eu d'autres mots très durs sur d'autres segments de la population durant son mandat ou durant ses mandats. Donc, ce n'est pas la seule chose. Hein. Des défis aussi en termes de justice transitionnelle, c'est-à-dire que là, il y a un enjeu, c'est pour pouvoir reconstruire une société sur des bases pacifiques. Il y a passablement de travail au Bangladesh là-dessus. Il faudrait d'abord pouvoir écouter les victimes depuis 1971 jusqu'à maintenant, en fait. Écouter les victimes, faire une cartographie en fait des violences, et puis et sur cette base-là, essayer de voir comment reconstruire une société et un bien vivre ensemble. Il y a ça aussi qui est très important au Bangladesh. La réforme des systèmes de sécurité, donc la police, je l'ai mentionné tout à l'heure, le bataillon d'action rapide, donc là le RAB en anglais, le service général d'intelligence, donc le de renseignement militaire, très très redoutable, la DGFI, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure rapidement, et d'autres, le Special Branch, etc., etc. Et puis au niveau aussi plus global, la relation avec l'Inde, il y a aussi une relation très asymétrique. Hein. Il y a énormément L'Inde est un pays majeur pour le Bangladesh depuis 1971, parce que c'est aussi grâce à l'Inde que le Bangladesh a pu vaincre en 1971, durant sa guerre de libération, d'indépendance, le Pakistan. Donc, il y a beaucoup voilà, il y a une relation très, très forte hein, entre l'Inde et le Bangladesh depuis le début. Mais aussi, l'Inde, il y a aussi des contentieux territoriaux, des enclaves. Il y a aussi la question du partage de l'eau, aussi, qui est compliquée, parce qu'il y a des rivières communes. Hein, il y a un certain nombre de rivières de fleuves qui sont communs entre l'Inde et le Bangladesh, et qui, en fait, viennent d'Inde, donc, et qui ont un impact sur l'accès à l'eau et du coup l'accès à l'électricité, parce que quand il y a l'eau, il y a possiblement des barrages. Hein. Donc, c'est une relation qui est compliquée, asymétrique et compliquée avec l'Inde. On a aussi, je pense que j'ai presque terminé, Sonia, la question des disparitions forcées. Alors ça, c'est assez intéressant et c'est un élément très positif, dans ce sens où moi j'étais à plusieurs reprises au Bangladesh pour des missions, j'y retourne en décembre a priori. Et au Bangladesh, on ne parlait pas de disparition forcée. C'était un sujet tabou, qui est resté tabou jusqu'au 5 août. Mais à partir du 5 août, on a commencé à voir des informations, à voir des personnes qui ont témoigné, à des personnes qui ont été libérées. Et surtout, fait politique et juridique majeur, le Bangladesh qui niait, dans les instances internationales et à l'ONU en particulier, qui niait l'existence même de disparition forcée, a décidé de signer et ratifier la convention sur cette question des disparitions forcées, alors que c'était impossible avant le 5 août. Vous voyez, donc la convention a été signée autour du 30 août, qui est la journée internationale des victimes de disparition forcée et de soutien aux familles de disparition forcée. Et ça, c'est un point très important. Voilà, c'est un point très important. Je vous donne un exemple très clair. Moi, j'ai un ami qui est professeur d'université sur l'islam politique, qui est bangladais, qui a été victime de disparition forcée justement par ce service du DJFI en 2017-2018, qui a été 40 jours en disparition forcée. Il est parti vivre en Australie. Il n'en a jamais parlé et il a commencé à en parler après le 5 août. Vous voyez, donc c'est assez révélateur sur la question de la liberté d'expression et ce verrou, cette chape de plomb en fait qui s'est ouverte très, très, très vite. C'est un exemple, hein, j'ai tiré ça
donc le 20 août dernier, hein, du Daily Star, donc d'un des journaux, d'un des principaux quotidiens bangladais en langue anglaise. Vous voyez, en fait, je vais vous montrer, hein. Vous voyez ici, en fait, ici, Ainagar, c'est la prison secrète, c'est la prison des miroirs, en fait, hein, maison des miroirs, ça veut dire ça en bengali, sauf erreur de ma part. Et c'est un des lieux connus où on a enfermé des personnes qui ont été victimes de disparition forcée pendant très longtemps. Ici, on a par exemple, ici, vous avez Sheikh Hasina qui est accusé, enfin oui, qui a été accusé de meurtre dans 9 cas. Vous voyez, donc on a des disparitions forcées ici. Ici, Ainagar, disparition forcée. Impossible d'avoir ces titres avant le 5 août. Impossible d'avoir ces titres dans la presse quotidienne bangladaise en langue anglaise avant le 5 août. Ainagar ici. Ainagar ici. Il y a 3 articles en première page sur la question des disparitions forcées. C'est juste emblématique. C'est pour ça que je vous partage ça. Voilà. Je pense que j'ai terminé nos de petites euh, comment dire, caricatures, hein, parce que c'est aussi comme ça que comment dire, l'expression se libère. Ici, vous tirez ça. Ici, j'ai tiré ça aussi du comment dire, du Daily Star, hein, c'est aussi avec Mohamed Younous ici. Vous voyez, c'est un peu la frise des étudiants qui se soulèvent. Voilà, avec la question des crimes ici, la criminalité. Et puis Sheikh Hasina dans son petit hélicoptère de l'armée voilà, qui part et avec ici la même chose et sa sœur derrière. Voilà, je crois que j'ai tiré ça de la. Oui, c'était d'une chaîne d'ailleurs japonaise que j'ai tiré ça. C'est Cheikh Hasina ici. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je presque tenu le temps. On va passer, si vous avez des questions, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir, je passe le flambeau à Sonia. Merci à vous. Oui, merci Nordine pour ton exposé qui était très passionnant. On a reçu quelques questions en amont et on en a déjà une qui vient d'arriver sur le chat. On va peut-être revenir dans un premier temps sur les questions de la société et des problématiques. La première question qui nous avait été posée, c'était sur les soufis, la communauté soufie au Bangladesh. On avait une question sur les hindous, mais tu as peut-être déjà pas mal répondu sur voilà, quid des minorités, et notamment des hindous, la situation des hindous au Bangladesh, peut-être avec un avant et un après, mais là on est peut-être plus dans un entre-deux. Et puis, dans un deuxième temps, une question sur les femmes. Tu disais que la situation des femmes était pour toi assez difficile et dramatique. Et voilà, peut-être nous préciser un petit peu la situation sécuritaire et des femmes de manière générale, et notamment aussi des activistes. Voilà, donc peut-être d'abord sur les soufis. Alors, les soufis, c'est une très bonne question et c'est une question hyper intéressante. Enfin, moi, je m'intéresse aussi à cette question-là parce que ça a trait aussi à la question du syncrétisme religieux, en fait, au Bangladesh, parce qu'on est sur un islam très particulier qui va emprunter aussi à des racines autres que de l'islam classique. Donc, les soufis, c'est aussi un fait social, c'est clair, au Bangladesh. Alors, c'est ce qu'on appelle notamment, mais pas que, ce qu'on appelle les baouls, Baul, les baouls. Donc ça, ce sont des soufis, donc des mystiques qui sont dans le dénuement, des ascètes qui sont dans le dénuement et qui vont encore de village en village chanter. On a encore dans le village voilà, des chants à connotation soufie voilà, ça fait aussi partie de la vie culturelle et religieuse du Bangladesh. Donc, on a ça au Bangladesh, on a ça aussi au Pakistan. C'est très important la dimension aussi soufie au Pakistan, c'est la même chose. Mais au Bangladesh, on a ça aussi avec des saints locaux, avec beaucoup de présence du mysticisme soufi, si je puis dire. C'est intéressant aussi. Donc, ils sont présents et notamment sur la figure des Baoul, Baul. C'est intéressant aussi parce que ça vient questionner la vision de l'islam. Ça vient questionner aussi le positionnement par rapport des différents acteurs sur qu'est-ce qui fait partie des expressions de la religiosité au Bangladesh et qu'est-ce qui ne fait pas partie des expressions de la religiosité au Bangladesh. Et là, je fais référence, encore une fois, aux éléments de Ifazat ou l'islam. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les soufis peuvent aussi craindre de la part des mouvements de la mouvance islamiste au Bangladesh ou des mouvances islamistes au Bangladesh, très clairement, parce qu'ils véhiculent quelque chose de syncrétique et ils véhiculent une autre vision des chants qui sont parfois des chants hindous, musulmans, etc., etc. Donc, le fait d'être un soufi peut être
peut-être un vecteur de persécution au Bangladesh avant le 5 août et après le 5 août. Donc ça, c'est sur la question du soufisme. Après, je ne suis pas spécialiste du soufisme au Bangladesh. J'aimerais bien, mais malheureusement, je ne suis pas. Du coup, ensuite, oui, si c'était sur la question des hindous, alors je vous ai expliqué hein, la tendance depuis 1971 qui est constante que les hindous fuient de plus en plus. Il ne serait pas étonnant aussi qu'on ait aussi des départs d'hindous du fait de ces persécutions aussi, il y a encore des persécutions, comme je le disais, contre les hindous pour des raisons politiques et un peu religieuses aussi, mais aussi d'affiliation réelle ou supposée à la Ligue Awami. Donc les hindous vont continuer de toute façon à être victimes des systèmes. Voilà. Alors une chose intéressante, par exemple, c'est que les étudiants qui ont pallié l'absence de la police hein, durant les premiers jours, en tout cas les premières semaines après le 5 août, ont aussi essayé de protéger des temples hindous hein, au Bangladesh. Donc, ils se sont substitués à la police parce qu'on voit bien le problème. Hein, et ce qui montre bien qu'il y avait des persécutions potentielles. Euh, donc, sur la question des hindous, ça va rester, je pense, ça va pas trop bouger parce que c'est assez ancré en fait dans la nature et les orientations de la violence politique depuis très très longtemps. Sur la question des violences faites aux femmes, c'est un vaste sujet. On a une typologie très longue en fait de violence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes dimensions de la violence faite aux femmes. Il y a une prévalence du viol hein, et des violences sexuelles au Bangladesh. Il faut savoir que depuis peu, enfin non, c'est pas depuis peu, c'est que ça a été réintroduit dans le code pénal népalais pardon, bangladais il y a quelques années. C'est que le viol est redevenu un crime passible de la peine de mort au Bangladesh. C'est suite à un fait divers dramatique hein, d'une jeune fille, très jeune fille, enfin une jeune adolescente, sauf erreur, en tout cas une jeune fille qui a été victime de viol. Et du coup, ce n'était pas auparavant un crime passible de la peine de mort, c'était un crime passible d'une peine de prison très lourde, mais pas de la peine de mort. Donc aujourd'hui, c'est de nouveau passible de la peine de mort. Donc des violences très fortes, des violences intrafamiliales très très fortes. Ça, c'est clair, hein, voilà, violence de genre très, 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 très forte. Il y a aussi la question, c'est moins le cas aujourd'hui, mais on va trouver ça au Pakistan, aussi en Afghanistan, des violences à l'acide aussi, qui sont en diminution. Hein, donc, le fait de jeter de l'acide pour une raison ou une autre, enfin voilà, pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, et qui défigure ces femmes, ces jeunes filles bangladaises. Ça a diminué, c'est un phénomène qui a diminué, mais ça continue. On a aussi, sur la question des droits des femmes, la question qu'une majorité de femmes vont se retrouver dans le secteur informel, et notamment dans le secteur comment dire, du textile. Hein. Et donc, c'est un secteur très peu protégé, où parfois c'est dangereux d'aller travailler, puisque bah, il n'y a pas de sécurité au travail. Les immeubles peuvent s'effondrer. Donc, on a aussi ces questions en termes de droits sociaux, droit du travail. On a aussi sur les droits des femmes, alors on s'éloigne un petit peu, mais je le mentionne quand même. Depuis seulement quelques années, par exemple, puisqu'il y a la question aussi, on n'en a pas du tout parlé, de la diaspora bangladesh, qui est très importante et qui il y a des remises d'argent très importantes de la diaspora bangladesh au Bangladesh qui font vivre certains villages et qui font faire construire des écoles, etc. Donc c'est très important. Et depuis peu, en fait, les femmes bangladaises ont la possibilité de partir sur certains emplois à l'étranger pour travailler. Voilà. Euh, et pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, les femmes bangladaises qui font partie de cette migration de travail à l'étranger sont très souvent victimes de mauvais traitements, de torture, ne sont absolument pas protégées par la représentation diplomatique bangladaise. Il y en a, par exemple, dans le Golfe, au Moyen-Orient, au Liban, par exemple, et voilà, qui sont dans certains pays sous l'autorité comment dire, d'une personne en particulier, donc ce qu'on appelle le kafil dans ces pays-là, et du coup, donc, qui ont autorité sur ces personnes, ces jeunes femmes bangladaises, oui, bangladaises en particulier, mais pas que, hein, et qui sont traitées vraiment de façon, voilà, torture, mauvais traitement, de façon atroce. Voilà. Ça fait partie aussi des questions des droits des femmes, pas au Bangladesh, mais dans la question de la migration bangladaise et des femmes bangladaises à l'étranger. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux aussi autour des violences faites aux femmes, autour du fait que aussi les femmes, parce qu'elles sont plus
que les hommes dans la précarité économique, déjà beaucoup, que beaucoup de Bangladais le sont, hein, mais dans la précarité économique, ça veut dire elles ont beaucoup moins accès aux services de conseil d'avocats, donc d'être défendues, et ça coûte de l'argent. Voilà, donc on a une magistrature bangladesh qui est quand même assez masculine. Euh, voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc avec un regard particulier sur les violences de genre. Donc tout ça grève en fait et constitue des entraves en fait à l'accès à la justice pour les femmes victimes de violences en général. Voilà. Il y a quelques associations qui existent et de grosses associations hein, qui pallient l'absence de l'État sur l'assistance judiciaire. Je pense par exemple à Eno Salish Kendra, ASK, hein, Eno Salish Kendra, ASK. Vous avez aussi une association qui est une association, je ne connais plus l'acronyme en anglais, mais c'est l'association des femmes juristes, des femmes avocates du Bangladesh, en gros, c'est ça. Voilà, qui fait aussi beaucoup d'aide judiciaire. Enfin, vous avez des secteurs de la société civile et des ONG. Il y a beaucoup d'ONG au Bangladesh, hein, beaucoup, beaucoup, et notamment dans le secteur social. Et il y en a certaines qui sont très, très influentes, très importantes en termes d'accès à la justice, en particulier pour les femmes. Voilà. Pour rester, Nordine, si tu as terminé, là, oui. Pour rester peut-être sur les minorités, en tout cas sur les femmes, on avait une question sur, voilà, sur les femmes qui sont athées, l'athéisme, peut-être tout court, l'athéisme, et le risque pour une femme d'être seule au Bangladesh, des femmes célibataires. Et puis, peut-être une question pour être encore sur les minorités, sur les Rohingyas et les persécutions des Rohingyas, Et on n'en a pas du tout parlé, effectivement. ouais, des Rohingyas au Bangladesh. Femme athée, pardon, femme athée et tu m'as dit quoi? Pardon, Les Sonia? femmes seules, Femme seule. la question c'est quel risque pour une femme seule et, et athéiste. Bon, là, c'est la Ok. femme qui serait Alors, les deux à la fois. alors, attention sur l'athéisme. On a ça dans d'autres pays. Attention sur la question de l'athéisme aussi. Est-ce que quand on parle d'athéisme, c'est effectivement le fait de ne croire pas en Dieu ou l'athéisme, c'est le fait de ne pas pratiquer sa religion? Ça, dans les récits qu'on a avec les Bangladais ou les Bangladaises, il faut vraiment serrer cela. Il faut clarifier ça. Parce que parfois, c'est je suis musulman, je ne pratique pas ma religion, donc je suis athée. C'est pas exactement ça. Voyez, bon. Après, de ne pas pratiquer la religion, quand vous êtes dans certains contextes particuliers au Bangladesh, ça peut être problématique. Ça dépend ce qu'il y a autour. Voilà, ça dépend quelle est voilà, quelle est l'expression religieuse majoritaire dans l'endroit où ces personnes se trouvent. Donc la question de l'athéisme, il faut déjà enfin, serrer cela. Le fait d'être une femme seule, euh, ça peut, oui, être problématique ou pas. Ça va dépendre où on se trouve, dans un contexte rural, dans un contexte urbain, et ça va aussi dépendre de la classe sociale dans laquelle, de laquelle on vient. Hein, une femme éduquée, qui vient d'une même famille, il y aura une pression sociale pour qu'elle se marie, comme dans tout pays de la région, on va dire. Mais ça, elle n'aura pas une marge de manœuvre sur ce qu'elle souhaite pour son propre avenir, une même marge de manœuvre qu'une femme pauvre qui vit dans un village. Ça, c'est clair. Donc, ça va dépendre à la fois de l'endroit, de la façon aussi dont la famille voit la question de la religion au sein de la famille, donc de l'expression religieuse, hein, comment on vit sa religion au sein de la famille, et puis aussi le facteur économique. Hein. Est-ce qu'on vient d'une bonne famille ou pas? Est-ce que la jeune fille, la femme est indépendante, cette femme dont vous parlez est indépendante ou pas? Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Rohingya, c'est ça, hein, Sonia? Oui. Alors, la question des Rohingyas, s'ils sont persécutés. Alors, c'est une question très compliquée au Bangladesh. Moi, j'ai écrit un ou deux articles il y a quelques années sur la question, plutôt sur la question de la réponse humanitaire aux Rohingyas. Alors, il y a plusieurs enjeux sur la question des Rohingyas. Les Rohingyas, il faut savoir qu'ils sont, bon, comme vous le savez, sur une portion du territoire bangladais, autour, on va dire, de la région de Cox's Bazar. Hein. Donc, on est à l'est du pays, le sud-est du pays, dans des camps qui sont parfois énormes, parfois des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, on a différents enjeux qui se jouent pour les Rohingyas sur l'accès à différents services de base, l'éducation, la santé, l'alimentation, etc., etc.
Il y a un regard global, hein, j'essentialise pas, mais il y a un regard global de la société bangladaise qui n'est pas très positif vis-à-vis des Rohingyas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que leur pratique de l'islam est, de façon globale, beaucoup plus rigoriste que la majorité des Bangladais. euh, la façon dont l'islam est vécu et l'histoire enfin, la façon dont, oui, socialement, historiquement, l'islam s'est constitué au Bangladesh n'est pas du tout la même qu'en Birmanie. Moi, je ne suis pas spécialiste de la Birmanie du tout, mais ce que je vois, ce que j'analyse, ce que j'entends aussi de la part de mes contacts du Bangladesh, c'est que ils sont pas bien considérés, ils sont dénigrés. Avec en plus, je vous disais que quand même, tous les jeunes Bangladais sont quand même, pas que les jeunes, d'ailleurs les plus vieux aussi, hein, sont éduqués, voire très éduqués. C'est pas du tout le cas des Rohingyas, hein, pas du tout. Donc on a ça déjà, cette cassure, si vous voulez, ou cette vision, cette perception assez négative des communautés Rohingyas qui se trouvent au Bangladesh. Bon. Ensuite, on a le fait que les Rohingyas sont aussi accusés d'être derrière les trafics de yaba, de drogue, dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est pas forcément, enfin, ce qui est pas totalement vrai, ce qui est en partie vrai, mais pas totalement vrai. D'accord? Donc, du coup, on a des problèmes de coexistence pacifique, très clairement, entre les Bangladais qui vivent dans la région où se trouvent ces camps et les Rohingyas. Il y a déjà des problèmes de coexistence pacifique entre les Rohingyas eux-mêmes, hein. Voilà. Ce n'est pas un monolithe non plus, les Rohingyas, en sachant qu'il y a aussi, dans les Rohingyas, ils sont à 99,9% musulmans, mais il y a aussi des communautés très faibles, mais hindous, hein, de Rohingyas, hein. Donc, voilà. Donc du coup, le regard vis-à-vis des Rohingyas est défavorable, discriminant, et donc possiblement, comment dire, susceptible de, voilà, de discrimination et donc de persécution. Ça, c'est possible. Après, au niveau de la demande d'asile en France, on a très, très peu, hein, de Rohingyas qui viennent jusqu'en France. Voilà. Mais effectivement, ils peuvent être victimes de persécutions, en sachant qu'en plus, euh, je veux dire, ces questions de... Parce que vous voyez bien sur cet espace-là où aujourd'hui on a des camps de fortune, hein, qui, à chaque mousson, sont détruits, les maisons sont détruites, des camps sont détruites, et donc il faut reconstruire. Apparemment, il y avait des forêts. Donc il y a aussi des questions d'enjeux climatiques, hein, sur des forêts en plus de bois enfin, de qualité. Vous voyez, donc on a des enjeux aussi écologiques par rapport à la présence des Rohingyas qui, en plus, dont le Bangladesh n'en veut pas, en fait. C'est les Rohingyas, si vous voulez, ils sont là parce que bah, il faut traverser une rivière, ils passent la rivière, ils sont au Bangladesh, en gros, hein, c'est schématique, mais c'est ça. Et puis, le Bangladesh n'a pas d'autre solution. Mais qui paye, en fait, c'est la communauté internationale, hein. Ce n'est pas le Bangladesh. Le Bangladesh n'a pas les moyens d'accueillir 1,1 million de réfugiés. C'est pas possible. Et donc, le Bangladesh aussi, et ça, c'est problématique, cherche, en fait, à relocaliser, et ça, c'est très important, une partie des réfugiés Rohingyas dans des îles qu'on appelle des Chor. Ça, c'est aussi la géographie du Bangladesh. Donc, C-H-O-R, O-A-R, donc des Chor. Des Chor, c'est des îles, en fait, qui disparaissent plus ou moins au gré de la mousson. Parce que vous avez, bah oui, l'eau monte, hein, durant la mousson. Donc, ce sont des Chor. Et sur des Chor, on a construit voilà, des habitats, hein, pour leur endure, pour des réfugiés Rohingyas. Et une dizaine de milliers de Rohingyas ont été transférés vers une île, notamment une île qui s'appelle Barsan Chor, qui abrite plusieurs milliers de réfugiés Rohingyas qui n'ont pas le droit de sortir, hein. Donc ils sont en prison à ciel ouvert. Voilà. Parce qu'on reste au Bangladesh. Voilà sur les Rohingyas, Oui, en merci gros. Nordine. Alors, on va peut-être passer à des questions par la suite sur la demande d'asile et sur la politique, mais encore peut-être très brièvement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, si tu peux répondre à une question sur bah, les personnes LGBT, leur situation dans la société bangladaise, et puis peut-être l'évolution depuis le départ de la première ministre. Et puis, on a une autre question, alors qui est très précise, mais qui est quels sont les risques en cas de fuite d'un mariage forcé au sein des classes aisées pour un couple vivant en union cachée. Bon, peut-être des données sur le mariage forcé si tu en as. Et voilà, et donc les personnes LGBT, très rapidement pour qu'on puisse parler de la demande d'asile et d'autres questions politiques. Alors, je dirais que parce que c'est une question sociale, la question du 5 août va pas
forcément changer grand-chose, hein, le changement politique. Hein, la question, alors, la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre au Bangladesh, c'est une question qui reste globalement taboue. Et qui est, bien sûr, vous le savez, très probablement victime, enfin, c'est une source de persécution majeure. Hein. Vous avez certaines ONG qui existent hein, sur la question de la défense des droits sur la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Certaines associations qui sont en fait plutôt informelles, qui ne sont pas enregistrées, parce que vous ne pouvez pas enregistrer une association au Bangladesh sur la défense des droits LGBT, c'est pas trop possible. Qui investissent le champ culturel, puisque je vous disais que la langue et la culture, c'est un vecteur très important au Bangladesh au niveau social. Et donc, c'est aussi un vecteur qui est investi par différents défenseurs de la question des droits LGBT au Bangladesh. Donc, pour répondre à votre question, il continue à risquer autant. Il faut savoir qu'dans les années 2010, au milieu des années 2010, il y avait quand même deux personnes qui étaient connues pour défendre les droits des LGBT qui ont été massacrées à la machette à Dakar par des éléments de Hifazat et Islam, donc la mouvance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça reste dangereux. Après, il faut faire juste, je me permets juste, Sonia, juste une insiste, il faut faire une distinction entre la question de l'homosexualité et la question de la transidentité ou des transgenres. C'est pas exactement la même chose. On va retrouver ça au Pakistan aussi, hein, par exemple. C'est pas exactement la même chose. La question de la transidentité et des transgenres, elle est plus acceptée au Bangladesh comme au Pakistan. Pourquoi? Parce que la transidentité et la question des communautés transgenres, elle fait partie d'un fait social parce que les transgenres au Bangladesh, au Pakistan, ont un rôle social au niveau des mariages, enfin pas au niveau des mariages, au niveau des nouveau-nés, par exemple. On peut inviter lors de la cérémonie d'un nouveau-né une personne transgenre parce que ça peut porter chance, par exemple, pour le nouveau-né. Enfin, il y a plein de choses autour de. Et je ne connais pas tous les. C'est aussi un fait social intéressant, hein. Mais il y a aussi cette conception on ne touche pas trop aux transgenres parce qu'ils ont aussi une importance au niveau social. Voilà. Il y a, par exemple, il y a eu une année, sauf erreur, au Bangladesh, vous avez un présentateur dans une émission à la télévision qui était transgenre, par exemple. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont acceptées parce que ça fait partie d'un fait social, ça fait partie de la société, une vision de la société qui est acceptée, alors par la majeure partie, après, pas par les éléments du Fazat islam, mais par une majeure partie de la population. L'homosexualité, c'est autre chose. Et surtout voilà, si ça sort de la sphère privée. Là, ça devient très, très problématique. Très problématique. Voilà. Alors, pour la question qu'on y a sur femmes victimes d'un mariage forcé, c'est ça, Oui, et qui... peut-être juste quelques mots sur les mariages forcés. Là, en l'occurrence, c'était un mariage forcé pour une personne qui est issue d'une caste aisée et en union libre. Donc, voilà. Ça reste quand même compliqué au Bangladesh parce que même si je vous parlais de sécularisme, ben, l'empreinte de l'islam est très importante. Hein. Donc après, tout dépend aussi de la religion dans laquelle on se trouve. Et encore, parce que c'est aussi la question du rapport homme-femme qui est posée au Bangladesh. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est une pratique encore, le mariage forcé, c'est sûr. Il y a aussi, même si c'est interdit par la loi, malgré certaines lacunes dans le droit bangladais qui, sous certaines exceptions, pourraient permettre des mariages précoces d'adolescentes, mais normalement, c'est interdit par la loi bangladesh, le mariage précoce. Hein. Le mariage forcé, il faudrait que je vérifie, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. Le mariage précoce, oui. Le mariage forcé, j'imagine aussi, mais il faudrait que je vérifie. Donc ça reste un fait important, notamment pour les populations, les catégories de la population les plus pauvres. Après, encore une fois, plus on est aisé, plus on peut vivre aussi, vivre comme on l'entend, en fait. Donc, je ne dis pas que les unions libres sont impossibles, je ne dis pas qu'elles sont, comment dire, euh, qu'elles sont systématiquement la source de problèmes de persécution, ça va dépendre aussi de quelle catégorie sociale on est et où on vit aussi. On est à Gulshan, on est dans un quartier très riche de Dakar, ça sera peut-être plus aisé que si on est, par exemple, à Mirpur, qui est un quartier très pauvre, ou pauvre, on va dire, de Dakar. Ça ne se joue pas dans les mêmes termes. Voilà. Donc ça va aussi être fonction de la catégorie sociale où on vient et de la surface financière de la famille. Voilà. Et de la place de l'islam, encore une fois, ou de la religion
en général dans la famille. Très bien, merci. On a deux questions sur la partie politique, si tu peux y répondre aussi rapidement pour qu'on puisse passer sur la demande d'asile. C'est une question sur le positionnement du parti politique BNP, un des principaux partis de l'opposition, son positionnement actuel, et puis peut-être quelques mots sur les élections locales du 7 janvier 2024, peut-être par rapport à la corruption ou par rapport à la démocratisation de cette élection. OK. Euh, Oui, BNP, pardon, j'avais un trou. BNP. BNP. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, enfin, je vous ai montré, vous vous rappelez, je vous ai montré le. Je peux. Attends, je vais nouveau diaporama. Euh, je suis en diaporama là ou pas? Oui, hein? Oui, je suis en diaporama. Juste un point, je vais remontrer. Voilà, ici, vous le voyez, hein, les visages du nouveau gouvernement. Et pour répondre à votre question, enfin, commencer à répondre à votre question, dans les conseillers du nouveau gouvernement de transition, il n'y a pas de cadre du BNP. Donc, le BNP a essayé en gros de placer ces cadres dans le gouvernement, mais en gros, ce qu'ont voulu les manifestants, c'est ni Ligawemi, ni BNP. Donc là, le BNP, ils sont dans une période, ça c'est mon analyse, ils sont dans une période cruciale. Cruciale parce que eux, ils poussent, et je comprends, de leur point de vue, ils poussent pour qu'il y ait le plus rapidement possible des élections. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a une offre politique où à un côté, on a la Ligue Awami qui va avoir quelques complications pour venir au pouvoir, si jamais à un moment elle revient au pouvoir, et rien n'est exclu au Bangladesh. Rien n'est exclu au Bangladesh. Et de l'autre côté, une offre politique BNP dont on ne veut pas. Donc le BNP, en gros, c'est le parti aujourd'hui majoritaire en termes de structure, d'organisation. D'accord? C'est le parti majoritaire. Euh, mais les étudiants sont en train de s'organiser. Il y a des nouveaux partis qui commencent à être accrédités par la commission électorale, qui déjà travaille. En tout cas par les autorités bangladaises. Il y a des nouveaux partis qui sont enregistrés, qui sont reconnus, qui peuvent concourir. Et le BNP n'en veut pas parce que plus il y a la possibilité qui est offerte et le temps qui est offert pour développer une nouvelle offre politique, plus nous aurons de difficultés pour s'imposer sur le plan des élections. Vous voyez? Donc là, le temps est crucial pour le Parti national, le Parti nationaliste bangladais. C'est clair. Donc le Parti nationaliste bangladais, il est bien sûr en faveur de ce changement, puisque c'était l'opposant névralgique de la Ligue Awami. D'ailleurs, la représentante principale du BNP, Khaleda Zia, hein, qui est l'opposante historique de Sheikh Hasina, a été libérée. Elle est libérée, elle fait un petit peu le tour en ce moment des diplomaties, hein. On la voit beaucoup en photo avec tel ou tel diplomate ou avec l'Union européenne sur place. Bon, voilà. Donc elle a essayé de jouer aussi son jeu, placer ses cartes, placer les cartes de son parti. Donc aujourd'hui, c'est clair que le BNP veut rester maître du jeu, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Et un gros point d'interrogation, si le sera-t-il dans l'avenir? C'est pas dit, parce que les étudiants s'organisent. Ils s'organisent aussi autour de, voilà, grosso modo, de ce qui se dit, ce que on me rapporte aussi, ce que j'analyse sur l'offre politique qui va poindre. On a en gros l'équivalent d'un centre droit et une offre très marxiste, d'un parti plutôt d'obédience marxiste qui va se développer, qui risque de se développer. C'est un petit peu ce que j'ai moi, en tout cas à ce stade. Voilà. Donc le BNP, c'est un parti qui continue à compter. C'est un parti qui maintenant n'est plus la cible du pouvoir, très clair, mais il va falloir qu'il donne des gages et un certain nombre de gages, parce que aux différentes époques où le BNP était au pouvoir aussi, avec Khalida Zia notamment, enfin surtout, bah, c'est un pays où il y avait aussi des problèmes économiques, des problèmes sociétaux, de la corruption, enfin voilà, c'est pas tout rose non plus hein, sous le BNP. Voilà, la justice était aux mains du politique, etc., etc. Donc, il va falloir changer un petit peu comment dire, de mindset, de paradigme et comment dire, changer un petit peu de son fusil d'épaule, changer un petit peu de la façon dont la politique, voilà, est envisagée. Voilà.
pour le BNP. J'ai oublié quelque chose. Il y avait quoi d'autre? Non, je crois que c'était le Non, BNP. c'est bon. Oui, des questions. On va passer, on a plusieurs questions sur la demande d'asile. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes vos questions parce il est déjà 2h05, mais on va déborder un peu pour les personnes qui peuvent rester avec nous. Et puis, je dis d'ores et déjà que vous pouvez poser vos questions en nous envoyant un mail au service documentation de Forum Réfugiés, documentation@forumrefugiés.org pour qu'on puisse éventuellement vous répondre ultérieurement. Alors, sur la demande d'asile, on a plusieurs questions sur les mineurs, notamment le fait que la part des mineurs, enfin des MNA, des mineurs non accompagnés, soit assez faible finalement dans la demande d'asile. Et donc, pourquoi cette demande est si faible? Et puis, d'autres demandes, notamment sur les personnes qui sont originaires de Sylhet. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est ça. Silette, parce que donc il y a un témoignage d'une personne qui dit que dans leur association, 80% des jeunes accueillis dans l'association sont originaires justement de Silette. Pourquoi cette origine est-elle surreprésentée chez les MNA? Voilà. Et donc les actualités auront-elles aussi un impact sur la fuite des jeunes? Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeunes, de mineurs non accompagnés dans la demande d'asile bangladesh? Euh, alors, je dirais déjà que enfin, euh, c'est quand même sur la demande, si on reprend les chiffres de mémoire du ministère de l'Intérieur, sur la demande des mineurs non accompagnés, ça reste quand même une des premières nationalités aussi les MNA en termes de demande d'asile, en fait, hein, avec le Maghreb, avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, les Guinéens aussi, hein, la demande guinéenne, très importante de mineurs guinéens aussi. Voilà. Donc c'est faible par rapport à la demande globale Bangladesh, c'est certes, mais ça reste quand même dans une demande importante si on prend le chiffre global des MNA demandeurs d'asile en France. C'est faible parce que c'est compliqué d'arriver pour un mineur depuis le Bangladesh jusqu'en France, hein. Enfin, c'est aussi ça, hein, où il faut avoir beaucoup d'argent pour payer un avion pour qu'un mineur puisse arriver et voir comment arriver en France ou en Europe. Voilà. Donc c'est aussi ça, c'est que c'est coûteux, c'est loin. Et donc ça explique, je pense, en partie pourquoi il n'y a pas beaucoup de mineurs bangladais voilà, qui, sur la demande globale, qui quittent le pays. Après, sur la question de Sylhet, c'est alors, il y a pas de conflit, de violence de haute intensité voilà, à Sylhet qui fait qu'on a un microcosme aussi sur le plan sécuritaire, hein. Sylhet, c'est juste qu'il y a des diasporas qui sont organisées. Voilà. Enfin, moi, je ne les connais pas, hein, mais c'est des diasporas qui sont organisées et que depuis très longtemps, majeurs et mineurs d'ailleurs, hein, vous avez des Bangladais de Sylhet qui arrivent à Paris. Il y a des liaisons aussi directes, je crois, Sylhet, Grande-Bretagne. Enfin, voilà, c'est pas que la France qui est concernée. Donc, c'est un pôle, un point d'émigration très important, Sylhet, vers l'extérieur. Voilà. En sachant que Sylhet, c'est aussi très marqué sur le plan politique parce que c'est quand même plutôt un bastion du parti nationaliste bangladais, en tout cas jusqu'à récemment. Donc c'est ce qui caractérise un petit peu, un petit peu Sylhet, quoi. C'est ce côté de le visage politique, si vous voulez, global de Sylhet, quand même plutôt pro, très pro, quand même, oui, un parti nationaliste bangladais. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Et ces filières, en fait, hein, filières avec passeur ou pas, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, des filières organisées et sur lesquelles vont se greffer un certain nombre de migrants majeurs ou mineurs pour arriver en Europe, hein. Voilà. Très bien, merci. Pour rester sur la demande d'asile, on a une question sur la part finalement de protection qui est assez faible par rapport à la demande. Donc, est-ce que tu saurais pourquoi une majorité des demandes sont rejetées, une majorité de dossiers qui sont déboutés de la demande d'asile? Très bonne question. Mm. Alors, j'ai deux explications. Enfin, j'ai au moins deux explications principales, on va dire. On va pas se mentir. C'est-à-dire que une partie de la demande bangladesh,
n'est pas une demande d'asile. Je le dis en travaillant sur le Bangladesh et parce que je suis intéressé sur le Bangladesh où il y a énormément d'enjeux de protection qui se posent. Je ne dénigre pas toute la demande bangladaise, mais il y a une fausse demande avec des récits qui sont achetés, fabriqués. On le sait. C'est sur d'autres nationalités aussi. Après, on a des vrais enjeux de protection. Et merci pour la question parce qu'en fait, et c'est vraiment regrettable, et là on touche aux questions de comment une diaspora est organisée, en fait, comment elle s'organise autour d'une demande d'asile. C'est que beaucoup de demandeurs d'asile, mineurs ou majeurs, euh, vont nous livrer comment dire, sont guidés par leur cornaqués, par leur diaspora pour dire il faut faire ça, ou c'est ça ton récit. Et c'est ça qui va marcher, moyennant peut-être des compensations financières. Vous voyez? Donc ça, c'est très problématique parce que derrière des fausses demandes, si vous voulez, parfois il y a des vrais enjeux de protection. Il y a des vrais enjeux de protection. Donc il faut regarder s'il y a des enjeux de protection foncière, il y a quelque chose autour de la terre, autour de l'expression de la religion, qui serait mal vu parce qu'on est sur un territoire où les éléments de Ifazat et l'islam ou d'autres tendances sont très présents. Enfin, il y a des motifs de protection très, très variés, voilà. Le fait d'appartenir à une ONG qui fait en fait un travail de sensibilisation qui va contre les trafics, vous voyez, notamment de drogue ou les trafics de personnes. C'est vraiment ça aussi. Donc, de trafic d'êtres humains. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, il y a une fausse demande et et là, moi aussi, si vous voulez, j'ai la même question que vous, dans ce sens où euh, je m'étonne que structurellement, alors je n'ai pas regardé les fichiers de l'année dernière, mais je pense que c'est toujours valable de l'OFPRA à la CNDA. La CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, protège trois ou quatre fois plus les femmes, même plus les femmes, trois ou quatre fois plus les dossiers bangladais, les demandeurs d'asile bangladais qui arrivent à la CNDA sont trois ou quatre fois plus protégés qu'à l'OFPRA. Je me pose question, pourquoi? J'ai une association aussi qui travaille en particulier aussi sur le Bangladesh. Et mon association a déposé une question parlementaire il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, via un des partis politiques, pour demander à l'OFPRA pourquoi il y avait cette différence. On a une réponse très longue, pas très convaincante, voilà, mais ça pose question. Est-ce que c'est une question de formation? Est-ce que c'est une question d'usure sur les dossiers? Est-ce que c'est une question d'incompréhension du contexte? Il y a plein de raisons possibles, en fait. Mais il y a une raison peut-être aussi d'appréciation des dossiers bangladais, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une demande, comme vous l'avez vu, bangladaise importante. Malgré les formations qui sont faites dans les différentes instances, parce qu'il y a des conférences et des formations qui sont faites sur les pays, sur les thématiques, mais je pense qu'il y a quelque chose à débloquer sur l'appréciation de la demande bangladaise, mais aussi du côté de la diaspora bangladaise d'essayer de présenter des dossiers qui ne sont pas des dossiers fabriqués avec des réels enjeux de protection. Donc, vous voyez, il y a les deux facettes, en fait, qui, à mon avis, expliquent cela et sur lesquelles il serait, je pense, important de travailler parce que tout ça dessert les vraies demandes de protection bangladaises et il y en a. Et il y en a. Très bien, merci Nordine. Alors, on va peut-être juste poser une dernière question et on va peut-être s'arrêter là, une ou deux questions. Alors, il y a d'abord un témoignage ou en tout cas une personne qui nous dit concernant la diaspora bangladaise, j'ai lu dans un rapport OFPRA qu'il y avait un très grand nombre de sociétés de brokers qui organisent les départs du Bangladesh, parfois de façon illégale, pardon, mais tolérée par le gouvernement, car cela rapporte de l'argent. Le changement de pouvoir politique a-t-il communiqué sur ce point? Le changement de rapport, pardon, le changement de... Le changement de pouvoir politique, le fait que la première Ah, ministre soit a-t-il partie, est-ce que communiqué? du coup, ils ont communiqué sur ce point-là? À ma connaissance, non. Et je vous avoue que vu les chantiers, pour eux, je pense que ce n'est pas du tout la priorité. Après, c'est clair que c'est un fait. Et ça restera, après le 5 août, toléré par les autorités d'une façon ou d'une autre, parce que l'État bangladais ne peut pas, au niveau central, gérer tout ce qui se passe au niveau local. Donc, ça, à mon avis, c'est une pratique qui va perdurer. Est-ce que tu peux juste expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ces sociétés, justement, qui organisent les départs des Bangladais? C'est des sociétés voilà,
un peu de courtage, c'est-à-dire qui organisent parfois, alors, qui peuvent avoir des liens réels ou fictifs d'ailleurs avec des entreprises dans différents pays et qui vont faire en sorte que ces candidats et candidates au départ aient un vrai ou faux contrat de travail. Donc, en fait, voilà, c'est ça, en fait, ces sociétés de brokers. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi sauf erreur, c'est ce qu'on appelle aussi des dalals, c'est-à-dire des personnes, des intermédiaires qui vont essayer de trouver ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des fausses et des vraies, comment dire, places qui sont trouvées dans des entreprises à l'étranger hein, pour ces travailleurs bangladais. Donc, voilà. Donc c'est ça, ces sociétés, en fait. C'est des sociétés de courtage, en fait, c'est ça. Oui, ok, très bien. Alors, on va peut-être clore avec ces deux questions-là qui sont sur le lien entre la demande d'asile et le gouvernement actuel. Alors, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que la chute du gouvernement de Sheikh Hasina aura un impact sur les décisions de la demande d'asile déposée avant le 5 août? Donc avant son départ. Et puis une autre question qui demande si la Ligue Awami, enfin les membres de la Ligue Awami, donc du parti au pouvoir, sont toujours en place ou dans la clandestinité. Est-ce qu'on a des informations depuis son départ, puisque ça fait maintenant un mois qu'elle est partie. Et puis du coup, la personne pose la question pour savoir s'il y aura un lien avec la demande d'asile et les craintes des demandeurs d'asile en raison du conflit avec un membre de la Ligue Awami. Bon. Alors, est-ce que les cadres de la Ligue Awami sont encore au pouvoir? Alors ça, c'est Voilà. une très bonne question parce que bon, un très grand nombre, enfin un grand nombre d'entre eux, des anciens ministres en particulier, ont essayé de fuir le pays. Je pense par exemple à l'ex-ministre de la Justice, hein, qui a été retrouvé un peu en habit traditionnel, on va dire, en train de fuir sur un bateau. Bah, il a été attrapé parce que c'est une figure qui est connue et que c'est un très, très proche de Sheikh Hasina. D'autres aussi ont été arrêtés. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où effectivement les cadres identifiés de la Ligue Awami sont recherchés, voire en prison, voire dans un processus judiciaire. Donc on est aussi en train d'observer parce qu'il y a aussi une part, encore une fois, de vengeance à l'envers. Voilà qui se passe. Donc encore une fois, l'administration de Mohamed Younous, et comment dire, je cautionne pas, mais à beaucoup de choses, à beaucoup de chantiers. Mais ça continue un petit peu ça perdure, d'où l'importance de réfléchir la question de la justice au Bangladesh et de l'administration de la justice au Bangladesh. Donc ça, c'est une chose. Sur la question de est-ce que ça va changer après le 5 août, sur les dossiers qui sont déjà présentés, alors c'est une vraie question parce que ça, c'est la question à la fois de la réalité des craintes et de l'actualité des craintes. Sur la réalité des craintes, on est quelqu'un du BNP. On est quelqu'un du BNP, un membre du BNP qui a été persécuté par la Ligue Awami. Avant le 5 août, on arrive et la demande est examinée par l'OFPRA ou la CNDA. Ben oui, le changement politique fait que cette crainte de persécution, elle est moins aujourd'hui crédible. Alors elle peut s'expliquer, peut-être. Parce que vous savez très bien qu'une demande d'asile, il n'y a pas que du politique. Il n'y a pas d'un côté le politique, ça serait tellement simple. Et de l'autre côté, l'aspect économique ou les dimensions économiques, tout est lié. Et a fortiori au Bangladesh. Donc toujours vérifier s'il n'y a pas des choses en lien avec l'économie. Euh, Parce que même si on est du BNP et qu'on était la cible d'une personne de la Ligue Awami et que voilà, il y a un changement de donne politique. Le fait est que si l'accès, la question une des questions, c'est l'accès à la terre, ça restera, qu'on soit BNP ou pas. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi intéressant d'aller creuser les autres dimensions. Et on a souvent que du politique. Mais il faut toujours se poser la question, dans un dossier, et l'appréciation, je pense, hein, de la demande bangladaise, si au-delà du politique, très bien, tu as une affiliation politique, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et peut-être que c'est vu comme secondaire, ou peut-être que c'est parce qu'on leur a dit, il faut dire ça, que, vous voyez, il faut toujours creuser une autre dimension. Elle peut être politique, elle peut être en fondement religieux, elle peut être économique, il y a plein de possibilités. Vous voyez. Donc oui, il va y avoir un enjeu sur l'actualité des craintes et la réalité des craintes après ce changement politique pour, par exemple, des personnes qui viennent du BNP. Ça, c'est clair. Mais ça s'explique.
Parce Très bien. en changeant la tête, c'est-à-dire chez Cassina, on ne change pas une administration. Et qu'il il y a encore des cadres de la Ligue AOMI qui peuvent encore être influents, très clairement. Donc il faut aller chercher au niveau local. Ça, c'est très important. Essayer de comprendre les dynamiques locales, politiques locales. Très bien, merci Nordine. On va peut-être se quitter sur cette dernière question, même s'il en restait quelques-unes. Donc, merci beaucoup Nordine pour cet exposé très intéressant. Je vous rappelle que vous pourrez trouver du coup la conférence dans quelques jours sur la page YouTube de Forum Réfugiés. J'en profite pour vous annoncer la prochaine conférence Partage qui sera du coup la dernière de l'année pour le service formation documentation qui portera sur le Nigeria et avec un focus sur les femmes victimes de traite sexuelle. Et elle aura lieu le 14 novembre, le jeudi 14 novembre, sur le même format en ligne. Vous recevrez donc des invitations à ce propos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter de Forum Réfugiés, vous pouvez aller sur le site, vous retrouverez beaucoup d'informations, dont le lien pour vous inscrire et ainsi recevoir les prochaines invitations à nos conférences. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. On a largement débordé, mais vous étiez encore bien nombreux à participer à cette conférence. Merci beaucoup, Nordine, et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci Sonia. Au revoir.